Mickey sur un blouson d'aviateur, Dumbo en symbole pour parachutiste, Donald en artilleur ou Dingo en matelot, mais aussi Tic et Tac apparaissant pour la première fois à l'écran, des projets de commande pour soutenir l'effort de guerre aux films de propagande pour le gouvernement américain, voici les petites histoires derrière la grande que nous allons aborder aujourd'hui dans cet épisode de Chronique Disney, le podcast. I only hope that we never lose sight of one thing, that it was all started by a mouse. Chronique Disney, le podcast. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Disney, le podcast. Et non, vos oreilles ne vous trompent pas, notre chère Victoire nous a laissé aujourd'hui les clés du studio d'enregistrement et sera de retour prochainement. C'est donc moi, Fred, qui ai l'honneur d'être votre hôte pour ce nouveau numéro. Chez Chronique Disney, nous aimons parler de toutes les productions Disney sans exception, y compris les méconnues, mais aussi les oubliées. Il y a 80 ans, en 1939, débutait un des événements les plus importants de l'histoire de l'humanité, la Seconde Guerre mondiale. Aux États-Unis, épargnés par la guerre qui débute en Europe, Walt Disney profite du succès planétaire de Blanche-Neige et les Sept Nains sorti 2 ans plus tôt pour se lancer dans de nombreux projets. Il n'imagine pas que sa société va devoir prendre part à ce conflit qui embrasera le monde. Période difficile dans l'histoire des studios Disney, mais qui n'en resta pas moins productive, autour de la table nous avons réuni aujourd'hui un collège d'experts pour faire la lumière sur ces sombres années. Aujourd'hui donc, nous avons la chance d'avoir parmi nous Laurent, notre directeur de publication, grand Manitou, mais aussi expert média. Bonjour Fred. Franck, le fondateur et créateur webmaître du site chroniquedisney.fr, expert des productions Disney qu'il a toutes vues chroniquer ou presque. Bonjour Fred. Et enfin, difficile de parler d'histoire sans notre biographe maison, professeur agrégé d'histoire dans la vraie vie, qui connaît sur le bout des doigts la vie de Walt Disney et l'histoire de sa compagnie. Bienvenue Karl. Bonjour Fred. Karl, justement, avant d'arriver à la période qui nous intéresse aujourd'hui, pourrais-tu nous en dire plus sur Walt Disney et son rapport à la guerre ? Quand la Première Guerre mondiale éclate en 14, Disney a 13 ans, il vit avec ses parents à Chicago, avec Elias et Flora, et il a envie de servir son pays. La guerre va pas durer éternellement, il sait très bien qu'il est encore trop jeune, et à la sortie du lycée, en fait, il rêve déjà de participer au conflit. Il est exposé en fait très tôt aux problèmes de la Première Guerre mondiale, puisque en 1917, en avril 17, les États-Unis rentrent dans la Première Guerre mondiale, et il y a toute une série d'attentats qui touchent le territoire américain. Et le hasard fait que Disney, qui à l'époque est postier, est victime de l'attentat. En fait, il y a une bombe qui est posée au Chicago Federal Building, la bombe explose, le bâtiment est secoué. Les plâtres sont détruits, les vitres ont explosé, et Disney était dans le bâtiment, et il sort de là un peu traumatisé. Et à partir de ce moment-là, Disney veut agir, veut rentrer en guerre, veut servir son pays. Il est pas tout seul, il a avec lui son meilleur copain, qui s'appelle Russell Mass, et donc ensemble, ils essayent de se faire engager par l'armée. Sauf qu'on est en 1917, 1918, les deux garçons n'ont pas encore l'âge, donc ils se font refouler un peu partout, et donc ils font le choix d'aller postuler à la Croix-Rouge, qui elle recrute à partir de 17 ans. Alors que l'armée elle recrutait à 18 ans. Et finalement, il récupère le bon d'engagement de la Croix-Rouge que ses parents ne veulent pas signer. Finalement, Flora, sa maman, signera le bon parce qu'elle estime que de toute façon, s'il le signe pas, si les parents le signent pas, il ira quand même à se battre. Donc au moins, elle veut savoir où il est. Disney bidouille le document au passage, hein, il rectifie le 1901 en 1900 pour avoir l'âge nécessaire. Et donc avec son copain Russell Mass, il est engagé dans l'armée pour servir la Croix-Rouge le 16 septembre 1918. On le sait pas encore, évidemment, à l'époque, la guerre va se terminer assez rapidement, mais il l'ignore, et donc Disney rentre dans la compagnie des transports mobiles. Il est stationné à Chicago, il attrape la grippe espagnole, sa mère et sa sœur vont l'attraper aussi d'ailleurs, et donc il est renvoyé chez lui assez rapidement et en convalescence pendant plusieurs semaines, et puis finalement il est réintégré dans sa base. Il est envoyé dans le dernier convoi qui part pour l'Europe à bord d'un navire qui est le Vauban, et donc Disney servira pour la Croix-Rouge en France notamment, en passant par Cherbourg, Saint-Cyr, Paris, etc., etc. Mais donc Walt n'a jamais combattu avec un fusil à main sur un champ de bataille. Il a pas eu un poilu, quoi. Voilà, il a pas eu affaire au combat. Lorsque Disney arrive en France, la guerre est finie. Donc il va servir pour les blessés qui restent sur place. Il va également aider pour le rangement, j'ai envie de dire, pour que. Et tu confirmes qu'il a été positionné à quelques encablures du futur site de Disneyland Paris? En fait, Disney, il arrive à Cherbourg à bord du Vauban. Après, il est stationné à Saint-Cyr-l'École, à Paris, et après il part vers l'est. Et donc, il est pas forcément arrêté précisément dans l'est de Paris. Son cantonnement, c'était Paris, et puis après, il part vers l'est de la France, et puis ensuite la Riviera, et puis là, à Nice, il embarque, et il retourne aux États-Unis. Et il est démobilisé finalement. Donc en fait, il reste en Europe combien de temps Il va rester en Europe à peine 1 an.
À peine un an, d'accord. De novembre 18 à octobre 19. Et c'est là qu'il en profite parce que c'est connu pour faire des dessins sur les ambulances, sur ce genre de choses. Bah, en fait, il faisait déjà des dessins au lycée, sur le journal du lycée, et là, ses copains lui demandent de vieillir les uniformes, de vieillir les casques. C'est des gars qui n'ont pas forcément fait la guerre non plus, mais ils veulent rentrer chez eux avec la preuve qu'ils ont participé au conflit. Donc Disney commence par faire ça, vieillir le matériel. Après, il dessine sur son ambulance. Donc on a déjà vu cette photo sur Internet où c'est peut-être un autoportrait d'un jeune homme sur l'ambulance. Il envoie des lettres illustrées à ses camarades de lycée, dans lesquelles il explique d'ailleurs qu'il a qu'une envie, c'est de revenir. Au départ, il est content d'être en France. Il a traversé l'océan pour la première fois. Il découvre la France pour la première fois. Et puis dans ses lettres, il dessine effectivement pour ses copains. Puis rapidement, il dessine des personnages qui sont en pleurs, qui veulent revoir leur mère, voilà. Et donc quand il rentre, il conserve un lien avec l'armée ou pas du tout? Non, rien du tout. Il est démobilisé. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est amusant, c'est que sur son bon de démobilisation, les gars ont rayé 1900 et remis 1901, qui est sa vraie date de naissance. Et non, après la guerre, c'est fini. Il retourne chez lui Donc sa famille. Walt, c'est pas quelqu'un qui, dans sa vie de tous les jours ou dans son rapport quotidien, était quelqu'un qui était proche de l'armée ou fréquenter des milieux militaires. Il avait la fierté d'avoir servi l'armée pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Croix-Rouge, mais il a pas de connaissances particulières. D'accord. Enfin, il avait quand même sympathisé pendant le conflit avec le fils du général Pershing. En fait, Disney, il est vadrouillé une ambulance et parfois sa mission, c'était d'occuper le fils du général Pershing, qui était le plus haut gradé de l'armée américaine. C'était un planqué, en fait, Disney. Non, c'était pas un planqué, c'était un gosse de 17 ans. C'est dur. Hein. C'était un gosse de 17 ans qui a servi la Croix-Rouge, qui a servi son pays. Il est arrivé à la fin de la guerre, il était ambulancier. Ah, mais il est même pas arrivé à la fin de la guerre, il est arrivé, la guerre était finie. Voilà, donc, voilà. Il a servi son pays, c'est bien. D'accord. Oui, tout à fait. Puis il faut des ambulanciers pour ramasser les blessés sur les champs de guerre. D'accord. Puis il était jeune, lui pour le coup, il a fait la démarche de venir. Donc. Mais s'il a pas de lien avec l'armée, il en garde un souvenir impérissable. Enfin, il va voir Wilson défiler rue de Rivoli à Paris, le président Poincaré à l'époque, il voit le général Pershing. Enfin, il rentre quand même avec dans l'esprit le patriotisme qui fera ensuite les belles heures de ses studios. Donc là, il est de retour aux États-Unis et donc il est en train de construire sa boîte, ses studios. Alors, il est de retour aux États-Unis. Il avait ramené un petit chien d'Europe qui est mort. Quand il retourne chez lui, sa petite amie est partie. C'est un peu compliqué en fait. Donc, il retourne dans sa famille. Il y a toujours son père qui a l'usine de confiture et de soda. Il veut le reprendre à l'intérieur. Et là, Disney dit non, moi, je veux pas bosser dans cette usine de confiture. Je veux devenir artiste. Et donc, il essaye dans ces cas-là de fonder son entreprise. Il fonde un premier studio qui s'appelle les Casey Studios. Donc, Casey, KC, Kansas City. Ça fait une faillite assez rapidement. Après, il continue à travailler, il se fait engager par Bestman Rubin, qui sont l'agence de publicité de la ville. Et puis, il essaye de refonder à nouveau des studios qui refont faillite. Là, c'est un peu compliqué. Et puis, finalement, en 1923, là, il comprend bien qu'il faut se déplacer, qu'il faut aller vers le centre névralgique. Le nouveau centre névralgique du cinéma, c'est la Californie. Et donc, il retrouve son frère qui, lui, a fait la Première Guerre mondiale dans les marines. Roy, qui a été plus ou moins malade à cause du conflit, et qui était justement en convalescence en Californie quand Disney arrive en Californie à l'été 1923. Et donc il rentre en Californie, la guerre est maintenant bien... Ah oui, on est en 23, la guerre est finie, il y a plus de conséquences. Les États-Unis vont s'isoler quand même un petit peu, c'est ça la conséquence de la Première Guerre mondiale. C'est que Wilson n'est plus président, les États-Unis se referment sur eux-mêmes, ils décident de ne plus s'engager dans aucun conflit. Donc les États-Unis sont isolés, d'accord, mais le cinéma est en train de commencer à vivre un âge d'or. Bah pour les studios Disney, l'âge d'or va arriver quelques années plus tard avec la création de Mickey. Oswald avait déjà eu un beau petit succès avant, Franck. Un an avant, en 1927. Voilà. Et donc après, on avait les auditeurs iront écouter le podcast sur l'histoire de Mickey. Disney passe à la création de Mickey. Ça lui suffit pas, évidemment. Il y a des animaux de cartoon partout, donc il installe le son, la couleur. Il se lance dans son projet de long métrage. Et donc voilà, on est une quinzaine d'années après la guerre, et là Disney a tourné la page. On est clairement dans l'âge d'or de ses studios. On est au moment où l'Amérique passe de la première à la seconde. Voilà. Dans les années 30, on bascule. Le monde bascule. Les États-Unis se sentent isolés, mais les Disney, eux, voient le monde basculer. En fait, en 1935, en juin 35, Disney part pour un séjour, une tournée en Europe, qui va durer pratiquement 2 mois. Est-ce que cette tournée en Europe, c'est pas celle qui a commencé à donner une image un peu, peu délicate à Disney, voilà, avec ses rencontres qui sont un peu... C'est en 1935 que Disney se rend compte que le monde est en train de basculer, parce que dans cette tournée en Europe, alors les Disney, Walt est avec sa femme Lillian, il est avec son frère Roy et sa belle-sœur Edna,
Ils arrivent en Angleterre, où ils sont salués vivement par la population, donc là l'accueil est très fort. En France, tout se passe bien, et après les Disney continuent leur périple. Ils passent en Allemagne, et là il faut imaginer les Disney qui voient les drapeaux à croix gammée à Munich, qui est le bastion des nazis, le sud de l'Allemagne à l'époque, et c'est là qu'Hitler s'était fait élire. Après, les Disney passent en Suisse. Ils sont reçus par le. Est-ce que Walt a rencontré un jour Hitler ou pas? Non. Jamais. Non, jamais. Est-ce qu'il a Il n'a pas rencontré d'officiel du nazi. Ça, c'est une certitude. D'accord. Par contre, en Italie, Disney est reçu comme un chef d'État. Et il n'est pas reçu par Mussolini, contrairement à ce que la légende raconte. Il est reçu par le comte Gieno, qui est le gendre de Mussolini et qui est le ministre de la propagande. Donc, il rencontre un officiel fasciste. Mais là, il le rencontre de façon officiellement voulue, ou s'il tombe dans un traquenard? En fait, quand Disney arrive en Italie, il est reçu par le président de la Mostra de Venise. Et le président de la Mostra travaille pour le gouvernement fasciste. Ça veut pas dire qu'il est fasciste lui-même. La rencontre entre Disney et le gendre de Mussolini, c'est pas une convocation. Mais il a pas forcément eu le choix de le gendre de Mussolini explique l'attachement de Mussolini au film de Disney. Enfin, on peut imaginer le discours. Roy Disney raconte dans la biographie de Bob Thomas que ils sont devant un bureau gigantesque, la salle est gigantesque, ils avancent vers le bureau du comte Gieno, ils ont la lampe de bureau dans la tête, enfin dans la figure, il faut voir la mise en scène, et Disney va détester ça, et donc il se dit que là l'Europe est pas dans une configuration très bonne. Et Disney d'ailleurs se plaint aussi auprès des autorités allemandes, là cette fois-ci, que ces films sont censurés. Et donc ça lui convient pas. Hitler est au pouvoir, Goebbels est ministre de la propagande, les films Disney ne passent plus dans les salles, les avoirs de Disney sont gelés. Et donc Disney se plaint à ses interlocuteurs. Et là, on est à quelle époque? On est en 1935. Mais ce que je comprends pas, c'est que Blanche-Neige, c'est un conte allemand, donc en fait, ça devait quand même bien plaire aux Allemands et à la population allemande. Pour le coup, la population n'a pas forcément vu Blanche-Neige dans les salles. On sait que Hitler s'en est procuré une copie en 37. Il aurait écrit à Disney pour lui dire qu'il était très heureux d'avoir un dessin animé fait en Allemagne, et il encourage Disney à continuer à faire des films qui se passent en Allemagne. Alors que même si le cadre est allemand pour Blanche-Neige, c'est intemporel. Ça pourrait être la Suisse, ça pourrait être l'Est de la France, ça pourrait être n'importe quelle partie de l'Europe. Donc là, Disney a un contact. Et puis après, au moment de sortir Blanche-Neige et les 7 nains en Europe, donc là on est en 38, c'est Roy, cette fois-ci, qui va en Europe. À nouveau, Roy voit les drapeaux nazis, la croix gammée flotter sur les villes allemandes, ce qui le choque profondément. À nouveau, il se plaint que les avoirs de ses films sont bloqués, que les films Disney sont censurés. Et donc là, pour la première fois, il y a une animosité vis-à-vis de l'Allemagne nazie. Et est-ce qu'on retrouve chez Disney pendant cette période d'avant le début du conflit des alertes, notamment sur les risques qui commençaient à apparaître sur l'antisémitisme, sur sur la crise politique qui est en train de... Il faut bien voir que quand Disney va en Europe, alors ça va être caricatural, mais les nazis, les Allemands qui apprécient les théories d'Hitler sont très bien reçus à Hollywood. C'est des gens qui sont invités dans les salons, qui participent au dîner. Le seul cinéaste à Hollywood qui clairement met les pieds dans le plat en disant là il y a une menace contre les juifs et il y a un antisémitisme latent, c'est Charles Chaplin, qui met les pieds dans le plat tout de suite. Et lui du coup se désolidarise. Mais il faut imaginer Walt des soirées. Disney n'est jamais intervenu entre guillemets politiquement, n'a jamais senti ce danger-là. Là clairement il est déconnecté un peu Disney quand même. Il participe pas déjà aux soirées mondaines comme ça, il aime pas ça. D'accord. Et il commet d'ailleurs une erreur, c'est que il aime bien recevoir des vedettes, des stars ou des personnes importantes dans ses studios, et donc il fait l'erreur, il le dira après, le 8 décembre 38, Disney reçoit Leni Riefenstahl, qui est la cinéaste du service, du régime nazi, qui fait des films de propagande pour les nazis, pour montrer la supériorité de la race aryenne, etc. Et Disney reçoit Leni Riefenstahl, alors elle était là, c'est un nom dans le cinéma de l'époque, et il lui montre ses studios, il se plaint auprès d'elle de la censure allemande encore, donc à chaque fois il met le doigt sur ce problème-là, et la presse fait les titres dès le lendemain, Disney, nazi, Disney reçoit des nazis, et là il explique, il essaye de se dédouaner en disant qu'il n'avait pas compris qui elle était réellement, il regrette de l'avoir reçue, il essaye de comprendre qu'il n'y a pas de connexion. On le croit ça, ou c'est, est-ce que Walt Disney a été naïf à ce point?
Je pense que quand il reçoit Leni Riefenstahl, il sait très bien qu'elle produit des films de propagande nazie. Mais alors de là, de dire qu'il a des sympathies pour elle, il reçoit n'importe qui. Oui, parce que c'est une période hyper faste pour les studios Disney. Blanche-Neige vient de sortir aux États-Unis. Mais honnêtement, ils reçoivent tout le monde. Enfin, à l'époque, Disney reçoit Eisenstein, qui est qui est russe, et on peut pas dire que Disney a de la sympathie pour le régime soviétique. C'est le moins qu'on puisse dire. On le découvrira en 47 quand il s'agira de dénoncer. Oui, parce que là, pour les studios, en plus, c'est vraiment, c'est l'époque où ils ont déménagé, où ils créent des vrais studios de cinéma. En 38, c'est l'âge d'or. Là, c'est l'argent rentre dans les caisses à flot. Blanche-Neige fait un carton. Mickey encore au sommet de sa gloire. Là, Disney, ça part dans tous les sens. Là, il y a des millions partout. L'argent va être dépensé. Disney fait construire ses nouveaux studios. Il embauche à tour de bras, donc les studios de Burbank. Son frère d'ailleurs essaye de lui faire comprendre que l'argent est rentré, mais il y a eu tellement de problèmes avant financiers qu'il faudra peut-être en mettre de côté. Et Disney prévoit déjà à l'époque d'ouvrir un parc d'attractions. Il en parle à Floyd Gottfredson, qui est l'artiste qui fait les comics de Mickey. Mickeyland, en fait. Et il veut créer devant ses studios de Burbank, il veut créer le Mickey Mouse Park. Alors ça donnera rien au départ, mais voilà. Et puis Disney participe à des projets extérieurs. Bing Crosby à l'époque, qui est un des grands acteurs et crooners de l'époque, veut créer un centre sportif à Los Angeles. Donc Disney est associé à ça. Ça se fera pas parce que le voisinage veut pas d'ennui. Donc à la base, c'était censé être à côté du Hollywood Bowl. Il devait y avoir le Hollywood Sports Center. Donc en fait, toute ce bouillonnement autour de Disney, cet afflux d'argent, expliquerait l'erreur de l'invitation. Disney reçoit tout le monde. C'est de la bonne publicité gratuite parce que ça fait forcément la une de la presse. Au passage, ces gens sont... la une de la presse qui associe... oui, mais n'oublions pas... Non, c'est pas de la bonne pub, hein. Non, mais Leni Riefenstahl, elle a fait le tour de tous les studios. Et puis on est aux États-Unis. Les États-Unis sont déconnectés du monde. Elle est reçue comme une reine. Enfin, je veux dire, c'est la plus grande cinéaste d'Europe de l'époque. Ses films sortent partout. Il y a un message de propagande. Ça reste quand même visuellement... des films qui valent largement ce que fait Hollywood à l'époque. Disney fait sa pub là-dessus. Faut bien voir qu'il invite tout le monde, des gens qui viennent du monde entier, y compris de pays qui ensuite seront des pays ennemis. Notamment, je disais, l'URSS tout à l'heure avec Eisenstein. Il y a des artistes d'origine japonaise qui travaillent au studio Disney. Plein. Et là, il y a des projets partout. Enfin, là, j'en ai une liste. Je vais pas forcément tout donner, mais Disney a sorti Blanche-Neige. Ces artistes travaillent déjà sur L'Apprenti Sorcier, sur Pinocchio, sur Fantasia, sur Peter Pan, sur Alice au Pays des Merveilles, sur La Belle et la Bête, sur La Petite Sirène, sur Don Quichotte, sur Le Roman de Renard. Faut imaginer la ruche. Et à chaque fois, Disney montre à ces gens ce qu'il est en train de faire. C'est un moyen de faire du bouche-oreille qui est énorme. Enfin, j'ai la moitié de ma feuille, c'est des projets. Il y a Cendrillon aussi à l'époque, il y a le Chant de Hiawatha, il y a Pierre et le Loup, il y a Le Vent dans les Saules, il y a Bongo. Oui, et puis il y a Dumbo. Les États-Unis en fait comprennent pas trop ce qui se passe en Europe et ont pas peur, se disent que de toute façon ça va rester intra-européen. Et les Américains, la politique américaine de l'époque, et Roosevelt qui a été élu en 33, c'est sa politique, c'est l'isolationnisme. On ne s'occupe pas des affaires de l'Europe, on sort de la boucherie européenne de la Première Guerre mondiale, ils se débrouillent. Voilà. Et là, il y a une déconnexion qui est totale. Donc ces années fastes, elles durent combien de temps? Et quand est-ce que l'impact de la Deuxième Guerre commence à se faire sentir chez Disney? La guerre est déclarée en septembre 39. Les nazis mettent en place... donc ils ont envahi la Pologne. Les Russes d'ailleurs ont fait la même chose de l'autre côté de l'Europe. Les nazis mettent en place la Blitzkrieg. Donc là, ils ravagent l'Europe de l'Ouest à une vitesse assez extraordinaire. Il faut bien voir que la guerre, elle commence en septembre 39. Il se passe rien avant le mois d'avril 1940, parce que les nazis laissent passer l'hiver. Ils font pas l'erreur de la Première Guerre mondiale. Et donc la Blitzkrieg, elle commence en avril 39. Le 14 juin 1940, plutôt, les nazis défilent à Paris. Il faut quand même bien voir que les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique, la Norvège, la France sont tombés en 2 mois. Il y a plus que le Royaume-Uni qui prend des tapis de bombes sur la tête. Et là, Disney commence déjà à se mobiliser un petit peu en commençant à produire des insignes pour les soldats britanniques et américains qui vont se battre au Royaume-Uni. Les États-Unis ne bougent toujours pas à ce moment-là. Hein. Roosevelt est toujours dans l'idée qu'on va soutenir la guerre sans la déclarer. Là, il y a pas de... Et on ne trouve pas de traces chez Disney, entre guillemets en sous-marin, de vouloir contribuer à un effort de guerre qui n'est pas encore un effort de guerre. Disney contribue pas officiellement à l'effort de guerre. Il fournit pas d'argent. Les insignes sont produits par Hank Porter et son équipe à partir de 1940. C'est des dessins avec les personnages tout le monde Disney. veut les insignes Disney. Voilà, que les gars vont peindre sur leurs avions, mais à l'époque ils peignent Bugs Bunny ou n'importe quel pin-up ou voilà. Disney là sur la guerre commence à avoir des effets par contre sur les studios. Fantasia et Pinocchio ne sortent pas en Europe sauf au Royaume-Uni et dans les autres pays c'est pas le cas. Le bureau de Disney sur les Champs-Élysées reçoit la copie de Pinocchio dès le début de l'année 40. Wally Fenwick, qui à l'époque est le dirigeant français de Disney,
qui est une Disney Legend aujourd'hui, cache la copie pour que les nazis ne mettent pas la main dessus. Plus rien ne sort en Europe, l'argent commence à manquer, la Bank of America commence à dire à Disney, écoutez, où sont les millions de Blanche-Neige, parce que là, les cieux sont dans le rouge, ça veut dire que tout a été dilapidé pour les projets. Il y a un audit d'ailleurs qui est fait, les frères Disney commencent à faire venir des experts extérieurs pour dire, montrez-nous à quel endroit on peut faire des économies. Et là, il faut lire les témoignages des frères Disney, c'est ridicule. Les gars commencent à proposer de supprimer un neveu de Donald pour faire des économies, d'enlever les boutons et les narines de Donald pour faire des économies. La Disney les met dehors en leur disant que c'est des gogos, quoi, et ça rime à rien. Le capital des studios, du coup, est ouvert à l'extérieur, donc là, la société elle appartient plus uniquement aux frères Disney, et Disney commence là, à ce moment-là, à couper dans les salaires. Donc ils participent pas à l'effort de guerre, encore. Pas de façon directe en tout cas. Par contre, la guerre a une répercussion énorme sur les studios. On passe de 30 projets en cours à rien, ou pas grand-chose. On passe de Blanche-Neige, gros succès, à Pinocchio qui artistiquement a une valeur ajoutée supérieure, qui ne rapporte pas un rond. Fantasias provoque une perte d'argent sèche énorme. Mais cette situation, elle est vécue que par Disney ou elle est vécue par toutes les majors? Hollywood en général. Hollywood, là, pour le coup, à partir de 40-41, tous les studios sont touchés. Certains artistes commencent à s'engager dans l'armée, déjà. Et puis, cette coupe dans les salaires, ces économies d'argent provoquent la grève du printemps 41. Donc la Disney prend ça dans la figure, comme tous les studios d'Hollywood à l'époque dans l'animation. Et donc, je répète ce que je disais, en fait, Disney a les conséquences de la guerre. C'est la fermeture des marchés, l'argent ne rentre pas, il y a eu beaucoup d'argent dépensé. Et un conflit social. Qui va être une catastrophe. Et ce conflit social va faire rentrer Disney dans l'effort de guerre, puisque Roy va lui dire, écoute, pars. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une réunion avec toi, tu t'énerves, tu les mets contre toi. Il y a quand même des artistes qui sont dans des syndicats très forts, qui sont dirigés à l'époque par Herbert Sorel, qui se propose de mettre la tête des chefs d'entreprise, des chefs de studio au bout des pics. Donc là, c'est la révolution à Hollywood. Beaucoup d'artistes sortent, y compris des gens qui sont de très grande valeur. Art Babbitt, Vladimir Titla, qui sont des champions. Hein. C'est les gars qui ont supervisé les personnages de Blanche-Neige qui sortent. Il faut bien voir que une partie des équipes de Disney continuent à travailler. Enfin, les mecs sortent des studios avec des crics, les autres en face ont des battes de baseball et ils se castagnent. Enfin, ça monte très fort. Et donc Roy dit à Disney, tu mets de l'huile sur le feu systématiquement parce que Walt veut protéger son bien. Et il entend parler du projet du président Roosevelt de faire des partenariats culturels avec l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. On est à une époque où les nazis ont infesté l'Amérique du Sud pour essayer de convaincre ces gouvernements-là d'entrer en guerre avec eux. Et donc Disney va monter El Grupo et partir en direction du Sud pour faire donc des films. Fait, son voyage en Amérique du Sud est directement lié à la guerre, ou est-ce qu'il est lié à son conflit social avant tout? Disney valide la participation des studios pour s'éloigner de la grève. D'accord. Il avait été contacté par Roosevelt précédemment. Disney s'était pas encore engagé, et au moment où Disney s'engage dans la guerre, tout le monde fait ça. Hein. Chaplin est en train de monter le dictateur, John Ford part en Asie pour faire des reportages. Oui, mais Chaplin fait le dictateur, c'est un message politique fort. Disney a déjà dans l'idée de faire des là, dans les films sud-américains, si le message politique il apparaît pas forcément dans les films, il y a un message politique, c'est de dire aux latino-américains, nous sommes vos amis, nous les États-Unis, et ne fricotez pas trop avec l'Europe fasciste, parce que à ce moment-là, la Blitzkrieg est finie et les Allemands sont reportés sur l'Europe de l'Est. Donc, si il y a un message politique qui est pas forcément flagrant. Et donc, il y aura aussi des courts-métrages pour le Canada. 3 courts-métrages pour aider en fait le gouvernement canadien à vendre des bons de guerre. Et alors mais c'est une commande ou c'est une commande, ouais. Alors après, c'est juste qu'il faut se rappeler le jeu des alliances. Hein. Le Canada est c'est le Commonwealth, ça appartient toujours par le Royaume-Uni. Le chef d'État du Canada, ça reste la reine d'Angleterre, et à cette époque-là, son papa. Et donc du coup, le Canada, lui, est entré en guerre à partir du moment où l'Angleterre le Royaume-Uni a été rentré en guerre contre les Allemands. Donc, là, clairement, Disney participe à l'effort de guerre de façon indirecte. Il fait des insignes pour les armées. Il répond à la commande du Canada pour faire des films sur les bons de guerre. Ça renfloue un peu les caisses de l'État. Il travaille aussi pour les Britanniques. Les Britanniques lui demandent un moyen de convaincre les Anglais de manger des carottes parce que c'est un des seuls légumes qui est toujours produit en Angleterre. Et donc Disney et ses artistes fabriquent un nouveau personnage qui s'appelle Carrotty George.
Donc faut aller voir sur internet. Donc il y a Carrotty George, sa femme, son frère, enfin il y a toute une dynastie de bonhomme carotte, voilà. Pour le ministère de l'alimentation anglaise, pour l'instant, il n'y a pas d'implication, il n'y a pas d'entrée en guerre des studios Disney, c'est des commandes. Disney travaille aussi pour la Lockheed Aircraft, qui est l'usine d'avions à côté, pour produire des méthodes de rivetage des appareils. Et ça reste très très intéressant. Là on parle du studio, mais est-ce que l'homme, lui, c'est-à-dire Walt Disney en personne, fait des sorties dans la presse, dans des livres, développe une pensée en lien avec la guerre ou pas du tout? Ou il est vraiment apolitique? Est-ce qu'il s'est un jour engagé sur toutes les années de guerre publiquement en faveur de... Quand la guerre elle commence pour les États-Unis, oui. Avant, il donne... Parce on parlait tout à l'heure de Charlie Chaplin qui lui oui, mais Chaplin a toujours été engagé. Chaplin il est juif, il a toujours été engagé politiquement. Disney Disney est très neutre. Voilà. On n'a pas les opinions politiques de Disney, en tout cas pour les années 20, les années 30, elles sortent pas. C'est pas quelqu'un qui a développé une pensée en dehors de son studio en fait. Après la grève, en fait, la grève va lui faire changer de pensée politique. Il était plutôt démocrate, il deviendra républicain en fait suite à la grève. Et d'ailleurs, juste on fera un podcast, je pense, à consacrer à ça. D'ailleurs, c'est une des périodes les plus intéressantes du point de vue de Walt Disney, du point de vue des studios, et qui a changé certainement la donne pour les studios. Définitivement. Une des choses d'ailleurs une des causes pour lesquelles Disney ne rentre pas d'ailleurs forcément ouvertement au service de la guerre, c'est que les programmes de partenariat avec l'Europe ou l'Amérique du Sud sont lancés par Roosevelt. Et Disney n'aime pas Roosevelt parce que Roosevelt avait envoyé des gens pour régler le problème de la grève. Et ces gars avaient dit à Disney, réembaucher les grévistes, licencier des gens qui n'étaient pas grévistes pour montrer que vous étiez pas dans un camp ou dans l'autre. Disney a pas trop apprécié l'intervention gouvernementale, la mainmise du gouvernement. Après, juste pour revenir à ce que disait Franck, parce que c'est des dessins animés qui sont des courts-métrages, moi, que j'ai vu récemment, qui sont pas inintéressants, parce que ce qu'il a fait pour le Canada, il prête normalement un paquet de personnages. Ah oui, non, mais les 7 nains, il prête les trois petits cochons, hein. Voilà, t'as les 3 petits cochons, tu as les 3 petits cochons, dont une grande partie de l'animation du premier court-métrage est repris, sauf que le grand méchant loup a une apparence de nazi en fait, et on le voit avec et le cochon pratique construit sa maison avec des bons de guerre. Ouais, c'est ça. C'est pas des briques, c'est des bons de guerre. Tu as aussi Donald Decision où Donald en fait on reprend un autre cartoon de Donald et là il y a le bien et le mal représente en fait le nazisme. Et puis les 7 nains, c'est clairement les animations de Blanche-Neige. Les nains sont dans la mine, ils récupèrent les diamants, sauf que plutôt que de les mettre dans la remise à côté de la mine, ils envoient leurs diamants dans la banque pour acheter des bons de guerre et soutenir l'effort de guerre. Donc oui, Disney il sort l'écurie de ces personnages. Les artistes dessinent les bons de guerre, parce que moi j'ai vu des bons de guerre effectivement passer, où il y a effectivement des bons de guerre avec les personnages de tous Disney, les personnages de Disney tout autour. Voilà, des choses un peu jolies et collector, j'imagine. Donc le déclic qui fait que Walt Disney, ça y est, accepte ou décide ou subit, je sais pas. Le déclic pour Disney, c'est le déclic pour tous les États-Unis. On est dans un pays isolationniste. Il se passe rien pour l'instant. On continue à produire des frigos dans les usines. Et puis on est le dimanche 7 décembre 1941. Tout est calme. Les hommes sont mobilisés sans être réellement au travail. Et tôt le matin, l'armada japonaise s'abat sur Pearl Harbor. Alors Pearl Harbor, pour la petite explication, parce que tout le monde sait pas où c'est. Alors c'est les îles Hawaï. C'est sur Hawaï, donc c'est à 6 heures de décalage horaire de la côte est. Il faut imaginer le choc pour les Américains. Vous êtes au milieu du Pacifique, inaccessible théoriquement par un navire sans être repéré. Les Japonais là font un coup de poker énorme en fait. Ils partent avec des navires et les avions vont décoller depuis ces navires sans avoir les moyens de revenir. Donc là, les Japonais clairement vont au suicide, hein, voilà. Et là, il faut imaginer que toute la flotte est stationnée là ou presque. Donc tous les fleurons de la flotte américaine sont là. Ça bombarde de tous les côtés. Les Japonais ont ordre de ne pas revenir. Chaque kamikaze dans son avion a la photo de l'avion, du bateau qu'il doit abattre. Les soldats sont au lit. Hein, ça se passe très tôt le matin. On est dimanche. Personne n'est sur le pont. Toute la flotte de l'amiral Kimmel est coulée. Il y a des milliers de morts. L'exemple révélateur, enfin c'est le millier d'hommes qui va se retrouver coincé dans les entrailles de l'Arizona. Le bateau a coulé, les hommes sont encore à l'intérieur. Il y a des poches d'oxygène, donc ils sont toujours vivants. On n'arrive pas à les en sortir. La flotte a coulé, et là c'est le choc pour tout le monde. C'est d'autant plus un choc que quelques jours avant, les Japonais avaient envoyé un ambassadeur
pour dire aux Américains, nous sommes vos alliés, on est vos amis, il y a pas de problème. Une série de médailles d'ailleurs avait été offerte au président Roosevelt, qui les renverra aux Japonais accrochés sur les obus. C'est la grosse surprise. Et là, il faut imaginer le choc pour l'ensemble des Américains. Nous, pour l'Europe, on n'a pas forcément été marqués parce qu'on était déjà tellement dedans que ça n'a pas été un choc. Mais pour les États-Unis, ils n'ont pas compris ce qui se passait, clairement. Donc, Walt, lui, il se réveille. La presse fait sa une là-dessus dès le lendemain. Roosevelt parle devant le Congrès. Ce discours-là, tout le monde le connaît. C'est le jour marqué du sceau de l'infamie. Hier, 7 décembre 1941. Une date à jamais entachée d'infamie. Les États-Unis d'Amérique ont été soudainement et délibérément attaqués par les forces armées navales et aériennes de l'Empire du Japon. Roosevelt déclare la guerre au Japon le 8 décembre 41. Elle est votée à l'unanimité une fois. Ça c'est un élément intéressant, c'est que les États-Unis sont quand même encore attachés malgré l'attaque à la légalité, à déclarer la guerre est déclarée par le Congrès. Ce que le Japon n'a pas fait. Il n'y a pas eu de déclaration de guerre de la part du Japon, certes, oui. Puis le Japon, c'est pas une république, surtout. Oui, non, mais... Non. Ça on peut ne pas être une république et avoir un honneur militaire. Oui, non, mais complètement. Là, pour le coup, c'est un coup de Trafalgar. Sa population, mais le but, c'est de gagner la guerre. Le petit pion japonais face au géant américain, là, il fallait décapiter les États-Unis. Et donc, là, en termes d'efficacité de stratégie militaire, c'est illégal, on est d'accord. Mais alors, en termes d'efficacité, c'est quand même sacrément impressionnant. On aurait pu considérer excuser les États-Unis, entre guillemets, excuser c'est peut-être pas le bon terme, de dire voilà, j'ai été attaqué, j'ai pas besoin de déclarer la guerre, j'y vais, quoi. C'est la République. Oui, on est d'accord. Les valeurs des Américains, on est d'accord. Même, tu peux pas être le gendarme du monde quand toi-même t'enfreins ta voix. À l'époque, il voulait pas l'être. Il l'était pas à l'époque. Donc Roosevelt, pas encore. Roosevelt donc arrive à la tribune, parle devant le Congrès, on est le 8 décembre, la déclaration de guerre au Japon est votée à l'unanimité moins une voix, une pacifiste, Janet Rankin n'a pas voté la déclaration de guerre. Le 11, les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne. Et donc là, cette fois-ci, la guerre est mondiale une fois pour toutes. Et c'est une guerre qui va être totale. Là, Roosevelt le dit tout de suite, la guerre ne s'arrêtera que quand on aura écrasé l'ennemi. Il s'agit pas de battre l'ennemi. Il s'agit d'écraser l'idéologie nazie, d'écraser la monarchie absolue de droit divin japonaise, d'écraser l'ennemi. Si la guerre est raciale d'un côté avec les Allemands, elle est quand même sacrément raciale et idéologique aussi du côté des États-Unis. Les premiers camps de concentration, ou parmi les premiers camps de concentration qui sont ouverts, il y a les camps japonais pour les Japonais aux États-Unis. Et là, pour refaire le lien avec Disney, puisqu'on s'est éloigné un peu, les artistes japonais, comme les Japonais de tout le pays, sont déportés dans des camps de concentration dans le cœur du pays, dans les zones les plus désertiques. C'est un petit peu compliqué quand même là. D'accord. Et donc il y a des artistes Disney qui se sont retrouvés dans ces camps. Certains artistes ont été déportés, donc c'est le décret 9066 de Roosevelt, et tous les artistes japonais sont priés de se rendre avec leur famille dans ces camps. Ils vont être relâchés assez rapidement, ça va pas durer 107 ans, mais là il y a quand on parle de camps de concentration, parce que ça a une signification en Europe, ça a une signification bien particulière. C'est pas des camps d'extermination, c'est des camps de concentration. C'est des camps où on regroupe concentre la population. Alors, voilà. attention, oui, c'est pas des camps d'extermination. Il y en a pas aux États-Unis, mais concentrer la population. On concentre la population pour la contrôler. Donc Roosevelt déclare la guerre le 8 décembre, on est un lundi, et là il faut imaginer Disney qui est en réunion, donc évidemment l'Amérique entière sait ce qui s'est passé, tout le monde est choqué, la vie continue. Et donc Disney est dans sa salle de réunion, il prépare donc ses projets, notamment Dumbo dont les droits ont été achetés au printemps 39 pour faire un film à petit budget qui rapportera plus qu'il ne coûtera. Le téléphone sonne, Disney a au bout du fil l'un des chefs de l'état-major qui lui dit « Vous êtes à côté d'une usine qui fabrique des avions ». Donc cette usine elle est stratégique, les Japonais peuvent débarquer. Faut imaginer la paranoïa qui s'empare des États-Unis, tout le monde est persuadé que la Californie va être une zone de débarquement japonaise. D'ailleurs, il y a le film de Spielberg, 1941, qui dépeint ça très bien et qui rend son petit hommage à Disney avec Dumbo. Donc on lui dit voilà, déjà on va prendre possession d'une partie de vos studios pour être sur place. Donc là, il faut imaginer que dans les jours qui viennent, c'est des milliers de soldats qui arrivent avec du matériel. Les employés sont sont concentrés vers le bâtiment animation. Le plateau de tournage est récupéré pour stocker le matériel. Au téléphone, on dit aussi à Disney, écoutez, on va vous donner $100,000 et vous allez nous faire plusieurs kilomètres de films d'entraînement, des films de propagande, des films pour la population, des films pour les entreprises qui vont se reconvertir à l'effort de guerre, parce que mine de rien, quand on fabrique une Ford et que tout d'un coup il faut faire un char d'assaut et un obus, il faut savoir le faire. Oui, donc là, Disney, surtout que le cinéma va se servir, et dont les studios Disney, il faut, pendant des années, on a convaincu le peuple américain qu'il ne fallait pas intervenir. Voilà. Et là, c'est
total inverse. Donc il faut changer totalement le mode de pensée des Américains. Et là, il y a rien de mieux que les films de propagande. Et puis la télévision n'existe pas. Là, c'est la guerre totale. Voilà. Il faut mobiliser la population. D'instruire les gens, c'est le cinéma. Et alors, Disney était très populaire. Donc, si Disney reçoit un coup de fil, il faut bien imaginer que Daryl Zanuck à la Fox reçoit un coup de téléphone, les Warner reçoivent un coup de téléphone. Tout le monde est embarqué. Et mais là, il n'y a pas de contrainte, mais clairement le patriotisme s'affiche pour tout le monde. Personne ne tourne le dos à l'administration. On est d'accord que c'est une demande appuyée. On n'imagine pas Disney pouvoir dire non, mais c'est pas une obligation. C'est l'union sacrée. Voilà, c'est l'union sacrée. Et d'ailleurs, les cinéastes qui avaient des penchants, enfin des amitiés avec les Allemands ou les Italiens ou les Japonais, là, retournent complètement leur veste. On revient clairement dans le monde, j'allais dire normal. La guerre est totale. Défendent l'Amérique. C'est l'union sacrée, voilà. Et Disney voit les troupes américaines arriver dans ses studios. Certains artistes s'engagent assez rapidement. Certains grands noms quittent les studios pour servir. Wolfgang Reisserman, qui est un des 9 vieux messieurs, qui réalisera après, dans les années 50, pratiquement tous les films de Disney, y compris après sa mort dans les années 60. Frank Thomas, ces gens-là rentrent dans l'aviation. Card Walker, qui est un des cadres de l'entreprise, lui aussi rentre dans l'armée. Parmi toutes ces stars qui rentrent, est-ce qu'il y en a qui reviennent pas? De la Seconde Guerre mondiale? Ouais. Alors, peut-être que dans les animateurs, certains ne sont pas revenus, mais en tout cas, pour ceux que moi j'ai cités, eux sont revenus. D'accord. Et d'ailleurs, Disney, là, a un regret, parce que lui, on est en 41, donc il a 40 ans, il peut pas partir à la guerre. La mobilisation, en tout cas, il ira pas sur le front. Et il le regrette, Là, il dit à ses artistes, vous avez de la chance, vous allez servir votre pays. Lui, il l'a fait en 18, on l'a dit tout à l'heure, mais il n'y a pas eu le combat. Il regrette de pas pouvoir partir, il le dit à Card Walker, t'as de la chance, tu vas servir ton pays, et donc lui aussi veut le servir de façon différente. Dans ce cadre de mobilisation, entre guillemets, d'utilisation de la force vive des studios Disney, avec donc les animateurs qui partent dans la guerre, est-ce que on voit ce remplacement par les femmes qu'on peut voir dans la propagande à côté, ou pas du tout? Non, parce que les femmes, elles aussi, vont servir certaines partent pour servir dans les services de santé de l'armée, certaines vont suivre la réquisition des femmes pour fabriquer les armes, par exemple. Les femmes, chez Disney en particulier, prennent pas la place des hommes. D'accord. Elles vont prendre une place dans l'effort de guerre, ça c'est une certitude, mais chacun a sa place. Mais alors, comment tourne le studio? Le studio va tourner au ralenti. Les projets dont on a parlé tout à l'heure, qui étaient plus ou moins avortés déjà dans les années 39-40, là sont morts, enterrés. Les Peter Pan, Alice et Au Pays des Merveilles, tout ça sont mis dans les cartons. Disney est contacté assez rapidement par le secrétaire du Trésor, parce que Pearl Harbor c'est décembre 41. Les Américains payent leurs impôts par trimestre. Et donc il va y avoir l'impôt à payer pour le mois de mars, pour l'année 42. Et donc le secrétaire au Trésor, qui est Henry Morgenthau, appelle Disney pour dire, voilà, les gens payent pas forcément très bien leurs impôts, il faut faire vibrer la corde patriotique pour qu'ils les payent. Et là on commande un film à Disney. Dès décembre 41, on dit à Disney, il nous faut un film, vous avez tel budget, il nous faut donc une quarantaine de milliers de dollars à peu près, donc c'est rien. Les films Disney coûtent beaucoup plus cher que ça. Disney d'ailleurs propose Mickey. Ils n'en veulent pas, ils proposent Donald. Le secrétaire d'ailleurs dit, Donald c'est pas terrible, on n'en veut pas. Là Disney se fâche, il arrive à Washington, il dit, attendez, je vous prête ma star, c'est comme si on vous prêtait Humphrey Bogart et vous pouvez pas refuser, c'est Donald. C'est Joe Grant et Dick Humer qui vont vont écrire le premier film. Petite question, pourquoi pas Mickey? Pourquoi pas Mickey? En fait, Mickey fera aucun film de propagande pendant la guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même l'image. Bugs Bunny a quand même. Ouais, mais Bugs Bunny il est révérencieux, Bugs Bunny il est bagarreur, Bugs Bunny il peut se battre, alors que Mickey là il est devenu le petit citoyen modèle qui va servir la guerre autrement. En fait, Mickey participe à la propagande dans la bande dessinée. Et Mickey au départ participe dans des bandes dessinées où il travaille dans les usines pour produire des armes. D'ailleurs, il est refoulé au départ dans la première bande dessinée, le titre m'échappe, mais peut-être c'est le Corbeau mystérieux, oui. Voilà, donc, le 17 août 42. Mais pour autant, il sera aussi il y a une deuxième BD, il va devenir soldat. Secret. Voilà. Agent secret. Donc il est pas soldat. Mission secrète pour Mickey. Donc en fait, Mickey lui participe à l'effort de guerre en bande dessinée et Donald au cinéma. Donald le fait au cinéma, il le fait aussi dans la bande dessinée d'ailleurs. Oui, Minnie aussi, parce que Minnie plutôt, oui, beaucoup moins. Ouais. Mais en fait, Donald, pourquoi Donald? Parce que Donald, c'est Monsieur Tout le Monde. C'est le personnage qui est à l'orée de qui est le plus populaire de chez Disney en 41. Et il représente le citoyen le citoyen normal. Et donc le public va plus s'identifier à Donald
caniqué en fait. Après, Donald a aussi un caractère de bagarreur. Mais justement, on imagine très bien Donald ne pas payer ses impôts. Oui. Et du coup, alors c'est lui qui, voilà. Et donc, voilà, Joe Grant et Dick Hummer, qui sont parmi les scénaristes les plus puissants du studio, vont devoir écrire un film. Et donc, au départ, tous les deux écrivent un film qui montre Donald chez les nazis. C'est un cauchemar. Le gouvernement n'en veut pas. C'est un peu trop rude. Et donc, avec les réalisateurs Wilfred Jackson et Ben Sharpsteen, les scénaristes écrivent The New Spirit. Voilà. Qui va être finalement l'encouragement des Américains à payer leurs impôts, ce qui va être, ça va avoir un retentissement énorme. Là, il faut imaginer que tous les cinémas le diffusent. Évidemment, le gouvernement appuie la diffusion. Les gens payent leurs impôts massivement, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a dans ce petit cartoon, il y a quelque chose de très intéressant. C'est pour la première fois, on voit un papier qui dit officiellement que Riri, Fifi et Loulou sont adoptés par Donald. Les enfants de Donald, ouais. Le film est produit en un mois, donc là pareil, les films Disney sont pas produits en si peu de temps. Il est produit pour $80,000, ce qui est beaucoup plus que le budget qui avait été alloué. D'ailleurs, le Congrès refuse de rembourser les frais. Certains vont même jusqu'à dire que Disney profite de la guerre, donc là ça le met dans un état d'énervement avancé. Il faudra à l'avenir se méfier des dépenses, parce que beaucoup accuseront Disney d'avoir fait de l'argent sur la guerre alors que c'est pas le cas. Et on le disait, au moment où Donald dit aux Américains payez vos impôts, Bugs Bunny a revêtu l'uniforme, Tom et Jerry, le loup de Tex Avery. En tout cas, c'est pas Disney en particulier là. Et ce cartoon aura un tel succès en fait, permettra de payer les impôts qu'il y a une suite qui sera commandée l'année suivante, The Spirit of 43. Et ce cartoon est aussi intéressant parce que en fait on voit Donald entouré d'un mauvais citoyen et un bon citoyen. Le mauvais citoyen où on voit sa cravate se transformer en croix gammée, et le bon citoyen c'est un Écossais un peu vieux qui proche de ses sous. Voilà, proche de ses sous, qui veut épargner. Et ce qu'on sait pas, c'est que ce cartoon a été écrit par un certain Karl Barks, et il s'inspirera de ce Donald écossais pour créer son Picsou quelques années plus tard. Alors le scénario qui avait été écrit au départ pour The New Spirit part pas à la poubelle. Donald au pays des nazis va servir un peu plus tard. On est en juillet 42, là il faut imaginer que la guerre n'a pas encore changé de face. Il y a deux phases dans la guerre. Il y a 39-42, les nazis et leurs alliés gagnent tout, et après il va y avoir le revers. Mais en juillet 42, est mis en production, donc ce scénario qui avait été écrit dès la fin de l'année 41. On y reviendra un peu plus tard. On y reviendra un peu plus tard, d'accord, voilà. On va pas en dire trop. Voilà. Mais par contre, Donald et les autres personnages vont être utilisés dans des courts-métrages entre propagande et divertissement en fait, pour essayer vraiment dans une période où ils sont à la guerre. Il y a un cartoon qui s'appelle Donald à l'armée, où Donald en fait va s'engager, et on le voit en fait aller s'engager à l'armée et passer tous les tests, tests physiques, alors que bon en fait il a les pieds plats, il est réformé, mais il arrive quand même à passer, parce que bon c'est pas grave de toute manière. Plat et palmé. Bonjour, monsieur Donald. Je veux devenir aviateur. Je viens d'une famille de 11 aviateurs. Mon père, ma langue, mon ensemble, Très bien, signez-la. C'est fort. Gauche, 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 droite, gauche, gauche. Ces cartoons-là de divertissement sur le thème de la guerre, ce sont des commandes ou c'est fait à l'initiative des studios? Ce que je parle là, c'est plutôt à l'initiative des studios, parce que ça, c'est pas de la commande. Le caractère divertissant, c'est pas de la commande. Mais après, ça sert le gouvernement. Là, le duo qui va mettre Donald, qui va envoyer Donald à la guerre, c'est Karl Barks et Jack Hanna, et Donald qui s'inscrit à l'armée va donner après une collection de films où il sert l'armée. Donald se camoufle, qui est très drôle, où on voit Donald prendre une peinture invisible, et qui va en fait faire plein de misère à patibulaire, qui est utilisé en fait en tant que sergent de l'armée. Voilà, c'est pas forcément un méchant, mais c'est juste un supérieur, et donc il se moque des supérieurs un peu pas très futé. Un autre cartoon qui est intéressant à l'époque, c'est Pluto Soldat, Private Pluto, en 1943, où on voit l'apparition de deux petits écureuils, Tic et Tac, qui feront leurs premières apparitions, et c'est dans un film de guerre. Ils ont utilisé toutes les stars du studio?
En cartoon, oui, parce qu'il y a eu toutes les stars des courts-métrages, hein, j'entends. Il y a eu Dingo aussi, tout sauf Mickey. Mais du coup, ils ont fait aussi des films d'entraînement à destination de l'armée parce que comme c'était le moyen le plus facile d'instruire les nouvelles recrues parce que j'imagine que forcément les États-Unis rentrant en guerre, ils ont recruté et mobilisé les gens en masse et il fallait, comme la guerre on devait rapidement rentrer dedans, il fallait instruire aussi les gens rapidement. Alors là, faut bien voir que les gars chez Disney n'y connaissent rien de rien. Donc là, c'est l'état-major qu'envoie des représentants. Celui qui va vraiment servir comme guide, comme conseiller, c'est un cadre de l'armée qui s'appelle Eric Knight, qui est le créateur de Lassie, et qui va aider Disney à collaborer déjà avec d'autres réalisateurs. Donc Disney participe notamment à la série Prelude to War de Frank Capra. Et puis après, d'autres cadres de l'armée vont dire à Disney, bah écoutez, voilà, nos gars savent pas forcément où ça se situe dans le monde, les conflits. Donc là, il y a des films qui vont être faits avec des animations de cartes, par exemple. Il y a aussi des plans de bataille. Il faut savoir reconnaître les armes de l'ennemi. Il faut savoir reconnaître ses propres engins. Donc là, il y a toute une série de choses qui sont faites. On est aussi dans une époque où, comme la guerre est totale, des gens rentrent dans l'armée sans forcément savoir se servir du matériel. Et donc là, par exemple, beaucoup de cadres de l'armée veulent miser sur la marine. Pour eux, c'est la marine du pays qui va gagner la guerre. Et parmi eux, on a un lieutenant qui s'appelle Jack Hutchison qui amène un livre qui s'appelle Rules of the Nautical Road, qui est écrit par Raymond Farwell. Là, je fais une petite parenthèse. Raymond Farwell, c'est le chef des gars qui sont stationnés au studio Disney, et Raymond Farwell a récupéré le bureau de Disney pendant la guerre pour s'installer. Et pour l'anecdote, Disney sera consterné de voir que sa moquette est trempée parce que le commandant Farwell lave ses chaussettes dans un seau d'eau. Bref, je ferme ma parenthèse, voilà. Et donc, le livre, en fait, parle de toutes les anciennes catastrophes navales qui se sont passées dans les guerres précédentes. Et le but de Disney, ça va être de les animer, pour dire aux soldats, il s'est passé ça, à telle époque, avec tel navire, vous devez faire telle chose pour que ça ne se reproduise pas. Et donc, cette série-là va être constituée de plein de petites animations. Ça, c'est des films qui sont diffusés pas au grand public, alors? C'est diffusé, non. Là, pour le coup, c'est des films éducatifs pour les armées diffusés en interne. D'accord. Donc, honnêtement, c'est pas des chefs-d'œuvre. C'est des animations de cartes, c'est des flèches qui vont d'un point A à un point B, c'est des graphiques, c'est des plans, et là, il y a des personnages. C'est du matériel. Non, il y a rien. Il y a quasiment rien. C'est complètement dématérialisé. C'est du PowerPoint 1940, quoi. Mais c'est un film d'entreprise, en fait. Ça ressemblera à un film d'entreprise. Sauf peut-être le personnage de Snafu. Oui. Mais alors là, il appartient pas forcément à Disney. Il y a à Warner, ouais. Voilà. Mais donc le personnage de Snafu, c'est quoi C'est une sorte de soldat qui fait un peu n'importe quoi. Il est un peu demeuré. Voilà. Et Disney c'est un personnage Warner. C'est un personnage Warner et Disney en a produit 2, oui. D'accord. Il faudrait vérifier. Alors les auditeurs iront voir sur internet. Le Snafu, ça veut dire quelque chose, mais ça veut dire justement le soldat un peu débile qui fait n'importe quoi. Il y a un sigle, ouais, c'est un acronyme, ouais. Il faudrait trouver la commande. Alors après, il y a les films du département pour l'agriculture, c'est ce que tu disais. L'objectif, c'est de montrer aux Américains qu'ils ne vont pas se battre, qu'il faut continuer à travailler efficacement, parce que l'Amérique produit la ressource nécessaire pour nourrir la population. Typiquement, c'est l'effort de guerre. Oui, voilà. Là, complètement. Si autant Mickey a été agent secret en bande dessinée, Donald, lui, dans les strips, il le montre, en fait, où il doit faire attention à ses pneus, faire attention à l'essence, faire attention au chauffage, faire attention à la lumière. En fait, c'est par des petites choses là où il montre à la population qu'il faut économiser. Et vive le pogo stick, le pogo stick, le pogo stick. Et vive le pogo stick, et vive la liberté. Quel engin sympathique, acrobatique, télescopique. C'est vraiment fantastique d'avoir un pogo stick. Plus de capot, plus de moteur, plus de roues, plus d'enjoliveurs, plus de feux rouges, plus de bouchons. On saute comme des pelons, on fait des bonds sur la voie publique, dans le trafic périphérique. Le monde est élastique avec le pogo stick. Après, on voit qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses quand même, c'est que ces films-là, c'est du recyclage à fond. Enfin, si on en regarde 10, il y aura forcément des séquences de l'un qui seront dans l'autre. Les studios récupèrent aussi des séquences de leurs courts-métrages, de leurs longs-métrages. Je prends un exemple, un film pour le département de l'agriculture. C'est un film de Bill Roberts qui s'appelle The Grain That Built an Hemisphere. Et là-dedans, il y a des images de symphonie de cours de ferme, de Bambi, de tout un tas de films. Il y a un mauvais collage. Honnêtement, c'est pas divertissant du tout. Ça reste des films d'entreprise. Donc là, ce sont donc des films qui sont soit axés vers les troupes, soit axés vers le public, mais pour lui apprendre des choses.
La question, c'est est-ce qu'il y a dans ces productions-là des films à message politique, des films de propagande? Alors par propagande on entend quoi? Simplement essayer d'inculquer à une population une idée politique bien particulière. Et là évidemment je pense à une idée anti-nazie, pour être anti-axe carrément, pour savoir. Donc est-ce que ces films de propagande existent? Et s'ils existent, ils ont été commandés par qui? Et ils ont été quels personnages participent, ou c'est peut-être que des films live, j'en sais rien, à vous de me dire. En fait, il y a différents types de films que Disney a produits. Il y a les films d'entraînement qui ont une valeur de film d'entreprise. Il y a des films divertissants qui encouragent la population à faire le nécessaire pour que la guerre soit gagnée. Et puis ensuite, effectivement, il y a les films de propagande et il y a clairement des films qui sont là pour diaboliser l'ennemi. Donc là, Disney donne un avis politique, clairement, anti-nazi. Et ces artistes d'ailleurs parfois on pourra l'expliquer plus tard, mais vont dissimuler ça et là des petites références au massacre des Juifs, au non-respect des traités, etc., etc. Et parmi ces courts-métrages de propagande, il y en a 4, en fait, on en pense à 4 qui ont été commandés indirectement en fait par le gouvernement, mais cette fois-ci, ils sont passés par le magazine Reader Digest, en fait, ils vont payer le magazine et le magazine va payer lui Disney. Et parmi ces 4 courts-métrages, je pense que le plus extraordinaire est sûrement Dare for Our Face, le Donald in Naziland. Voilà. Là, c'est le scénario qu'avait écrit Joe Grant et Dick Hummer en décembre 41 et qui avait été refusé pour le film sur les impôts. Donc là, clairement, le film revient. Alors, il y a un petit jeu de mots, il faut le voir écrit, en fait. Le titre original, c'est Donald in Nazi Land. Donc, il y a un petit jeu de mots sur Nazi, qui est le être débile, en fait, et nazi. La production, elle est lancée en juillet 42. C'est Jack Kinney qui réalise ça. Disney veut quelque chose de drôle. En fait, faut bien voir une chose, c'est que Disney, ça ne lui convient pas du tout, ces films qu'on lui commande. Les films d'entraînement, alors il faut l'imaginer dans la salle de projection, ce qu'il appelle la sweet box, donc le sauna, avec des cadres de l'armée qui lui disent il faut faire ça vous l'enlevez, ça vous le mettez. Disney déteste ça. Et donc ça lui plaît pas du tout. Donc là il dit à ces gars, on va quand même s'amuser un petit peu. Et puisque tu parlais de volonté politique, clairement là on va humilier les nazis, on va caricaturer leur chef, les fascistes et les japonais ils passent aussi d'ailleurs au passage. Oui, c'est ça, oui, parce que on voit des caricatures d'Hermann Göring, de Mussolini, d'Hirohito, d'Hitler, mais le court-métrage, vous le trouverez malheureusement il n'est pas disponible en zone 2 en France, mais il est disponible aux US et vous le trouverez sur YouTube. Internet. Ouais, sur YouTube, il est facilement accessible. Est hilarant, même encore aujourd'hui, parce que hilarant, ça me trouble un peu. Hilarant comme le dictateur de Chaplin. La façon de ridiculiser l'ennemi avec des fanfares ridicules, avec des saluts militaires à tout bout de champ, avec d'ailleurs il braille sans arrêt. Enfin c'est quand même un tour de force parce que vu quand même le sujet, les horreurs que ça cache derrière. Là, clairement, c'est même pas diaboliser l'ennemi, c'est ridiculiser l'ennemi pour montrer à quel point ça pense. En fait, c'est idiote. Parce que là, c'est les nazis, mais en fait, c'est ridiculiser n'importe quelle dictature. L'absurde total où on demande à Donald, qui est seul en fait pour pouvoir monter plein d'obus, sauf qu'il doit faire le salut d'Hitler chaque fois qu'il y a un portrait qui apparaît, donc ce qui ralentit totalement la production. Il est seul dans la ligne industrielle, tandis qu'on voit en haut une ribambelle de soldats qui le surveillent. Les décors sont extraordinaires. En fait, toutes les maisons, les arbres, il faut être attentif. Ce sont des croix gammées. Non, c'est pas anxiogène parce que en plus de l'image, alors il faut regarder les détails, c'est ce que tu disais, hein, la maison de Donald, c'est le profil d'Hitler. En fait, le film est associé à la chanson. En fait, il y a une chanson d'Oliver Wallace qui donnera son nom au film, Der Führer Space, qui est chantée tout le long du film avec un espèce d'accent allemand. C'est même pas chanté, d'ailleurs, c'est braillé. Spike Jonze en fera un énorme succès. The Führer says, wie ist der Master Race? The Heil, Heil, right in the Führer's face. Not to love the Führer is a great disgrace. So the Heil, Heil, right in the Führer's face. En fait, le film dure une dizaine de minutes à peu près, et ouais, il y a du rythme, et honnêtement, la façon de ridiculiser l'ennemi est assez efficace. Après, dans Le Dictateur de Chaplin, c'est exactement le même parti pris, alors. C'est différent parce que Chaplin n'avait pas les mêmes intérêts à s'engager, mais voilà, ça reste très drôle. C'est la comédie pour après décrédibiliser. Sauf qu'effectivement, quand on regarde ça au XXIe siècle avec
le recul qu'on sait sur tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, oui, je peux comprendre que ça fasse froid dans le dos. Mais moi, je l'ai vu Die Furious Space, là. Désolé pour mon accent germanique affreux. C'est effectivement très très drôle, quoi. C'est vraiment un film pour ridiculiser on pourrait se dire, c'est un film qui va passer aux États-Unis pour divertir la population et diaboliser l'ennemi. Mais il faut quand même y avoir, c'est que Disney en envoie des copies aux quatre coins du monde et le film il circule. Le film arrive à Paris. Donc les Français l'ont peut-être vu, alors sous le manteau évidemment, c'est pas projeté sur les Champs-Élysées ou Gaumont Palace, mais à l'époque les nazis cherchent les copies de Dark Force Space. Hitler donne l'ordre de détruire ce film le plus rapidement possible. On peut imaginer qu'il l'a vu. Et donc je reprends je recite cet homme là qui a été un résistant pendant la guerre formidable, qui est Wally Fennew, donc qui dirige les bureaux de Disney et de la RKO sur les Champs-Élysées, et qui voit un matin les nazis débarquer dans son bureau, défoncer les portes et dire écoutez, vous avez tel film dans votre possession, donnez-nous ce film. Et donc ce film que les nazis cherchent, c'est Dark Force Space. Et Wally Fennew qui pour le coup il l'avait. Oui, il l'avait, ouais. Et Wally Fennew qui avait déjà beaucoup d'employés juifs qu'il avait plus ou moins dissimulés à la Gestapo et à la police française qui s'était livrée à la collaboration. Wally Fennew en fait avait caché la pellicule dans un petit pavillon de la banlieue parisienne en attendant que les choses se tassent. Et en acte de résistance de sa part, c'était de le montrer autant que possible pour mobiliser les populations. Et d'ailleurs, à l'époque, je l'ai dit tout à l'heure, il avait planqué les copies de Fantasia et de Pinocchio pour que les nazis ne les voient pas, ne tombent pas dessus. Et donc le film sera un énorme succès aux États-Unis. Un Oscar du court-métrage. Et il gagnera l'Oscar du court-métrage. D'ailleurs, ça sera le seul Oscar que Donald gagnera dans toute sa carrière. Et c'est le dernier d'ailleurs Oscar de Disney avant pratiquement 10 ans. Là, il va falloir attendre. Oui, jusqu'au True Life Adventure. En fait. Et donc d'autres courts-métrages à citer? Oui. De propagande. Un autre qui lui pour le coup fait vraiment froid dans le dos, c'est Education for Death. Alors déjà rien que le titre, éducation à la mort, apprendre à mourir. Moi je l'ai vu parce que Franck un jour m'en a parlé, je l'ai vu il y a très longtemps et jamais j'aurais pu imaginer que Disney puisse faire un truc comme ça. Ça vous ferait froid dans le dos. Alors là c'est un film terrible parce que Disney dénonce le nazisme non pas par la rigolade, parce qu'il y a absolument rien de drôle. En fait, c'est adapté d'un livre de Gregor Zimmer. C'est une commande du gouvernement encore, hein, donc Dory Morgenthau et John Whitney, et l'idée c'est de montrer comment les nazis embrigadent la jeunesse, donc les jeunesses hitlériennes. Disney s'est rarement positionné sur la politique raciale des nazis. Et là clairement Disney se positionne en dénonçant l'antisémitisme. D'ailleurs quand les parents vont déclarer la naissance de leur gosse, ils ont une liste de prénoms à choisir, et à côté il y a la liste des prénoms qui sont interdits. C'est des prénoms juifs, c'est des prénoms qui qui sont traditionnels chez les juifs. D'ailleurs, là, il faut me faire une pause sur image parce qu'en fait, les noms juifs qui sont listés comme interdits par le régime nazi, c'est les prénoms d'artistes des studios Disney. Donc, par exemple, dans la liste, il y a Franklin, donc c'est Frank Thomas, l'un des 9 vieux messieurs, par exemple. Là, ça fait froid dans le dos. Alors, il y a une toute petite part de comédie. Oui. C'est quand on apprend aux gosses dans la salle d'école, donc il faut imaginer le gros prof qui est caricatural, les gamins sont alignés derrière leur table, et là on leur explique par un conte de fées que Hitler, le fringant chevalier sur son cheval blanc, a sauvé l'Allemagne. Germania. Là, il faut imaginer une grosse Frida avec des couettes, des couettes et la Valkyrie, quoi. Oui, bah, elle a un casque. Et là, c'est la seule partie drôle. Alors, c'est Ward Kimball qui anime ça, donc, il connaît son taf. Mais, ces gosses vont mourir. Enfin, c'est là, pour le coup, Disney se positionne et clairement en expliquant que, à la fin, les nazis sont des assassins. À la fin, il y a un plan, on voit le gamin qui avance, qui marche en pas de doigt, ouais. En marche au pas de doigt, et en fait ça se termine par des croix de cimetière. On voit le gamin on voit les gosses grandir, et à la fin c'est le cimetière. Oui, parce qu'en fait Education for Deaf, ça commence dans la petite enfance, ça commence à la quasiment tout de suite. Il y a même un message où ils disent à la mère votre gamin est malade, on attend 2 semaines, mais sinon tant pis, il ne sert à rien, on le tue, quoi. Ça, c'est un film que Disney donc a fait parce qu'il fallait quand même marquer les populations. Il déteste ça, encore. C'est pas lui qui le supervise. Il s'en occupe pas, il a donné ça à ses animateurs, à Clyde Jeronymi qui est le réalisateur. C'est terrible. Enfin, honnêtement, pour le coup, oui, on voit Disney présente, et ce film-là, c'est quand même aller très 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 loin, là. Il y en a un autre, Raison et Émotion. C'est la même pensée, mais beaucoup plus drôle. Beaucoup plus drôle, et surtout qu'il y aura un rapport avec un film très récent des studios Pixar. Donc Raison et Émotion, en fait, il a été réalisé par Bill Roberts et animé principalement par Ward Kimball, où il représente en fait dans l'esprit 2 petits personnages, une sorte d'homme des cavernes qui représente l'émotion, et après un petit bonhomme propre sur lui, voilà, qui lui est la raison.
et donc les deux vont se batailler, et le message en fait du court-métrage, c'est qu'il faut savoir toujours écouter sa raison et ne pas laisser l'émotion l'emporter. Et en quoi c'est de la propagande? Et là, c'est clairement un film pour les enfants. En fait, le film commence, donc on va dans la tête du personnage. Il y a l'homme des cavernes, c'est Ward Kimball, en fait, c'est une caricature de l'animateur. Il y a le petit personnage qui est un peu collé-monté, qui lui, il a raison. Et le film commence, l'homme voit une super femme et il tombe sous son charme. Et là, c'est l'émotion qui prend le dessus. Donc, il se prend une grosse baffe et donc là, l'émotion, elle a eu tort. Retombe. Et après, finalement, ce qu'on va expliquer aux gamins, c'est que quand l'émotion prend le dessus, alors il faut imaginer l'émotion avec un casque à pointe. D'accord. Et finalement, ça se passe mal. Alors que quand la raison, qui elle est en uniforme de GI et de militaire américain, prend le dessus, là pour le coup, ça se passe bien. For us, there is but one answer. You, reason, your job is to think, to plan, to discriminate. And you, emotion, to be a fine, strong emotion. An emotion that loves his country, his freedom, his life. And together, you must be grimly determined to fight against all odds. En fait, ce que le court-métrage essaye de montrer, c'est que lors des discours faits par les politiques, ils jouent sur l'émotion. Voilà, ils jouent sur l'émotion et qu'ils emprisonnent la raison. Et en fait, c'est tout ce qui est, et encore actuellement, le court-métrage pourrait être vu, bon, au-delà des images nazies, mais sur sur tout ce qui est fake news et tout ce qui est l'utilisation en fait de la peur dans les discours pour justement manipuler les opinions et les foules. Hitler s'en est jamais caché d'ailleurs qu'il fallait jouer sur les émotions. C'est... Donc là pour le coup c'est dire aux gens mais réfléchissez 20 secondes, c'est votre raison qui va vous donner raison, c'est le cas de le dire, et vos émotions sont exacerbées. Mais donc ce court-métrage avec cette idée de raison et émotion en fait sera repris plus tard par Pixar dans Vice Versa bien sûr. Et pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, quand l'émotion prend le dessus dans la tête de l'homme, donc l'émotion elle a un casque à pointe et la raison est mise dans un camp. Dans la tête du gars, il y a un camp de concentration avec les barbelés. Mais là, ce que je comprends pas, c'est que ce dessin animé-là, c'est pareil, il était à destination des populations américaines ou du monde entier. Ah non, comme avait été là pareil, ça circule sous le manteau. Oui, parce que les Américains sont déjà convaincus. Ce film-là est forcément sorti sorti au Royaume-uni, par exemple. Ça, c'est une idée. Après, est-ce qu'il est arrivé en France? Aucune idée. Fear Space, oui, Education for Raison et Émotion, pas forcément. Et il y en a un quatrième qui est connu et bizarrement, et je pense que ça a été le plus visible de tous les courts-métrages parce qu'il ne fait pas forcément, enfin, la propagande est très éloignée. C'est Chicken Little. Un petit court-métrage où en fait on connaît tous grâce au grand classique Chicken Little, enfin un grand classique. Et tous les Américains connaissent. Nous en France on n'est pas très. Non, c'est pas. Mais il faut imaginer un conte du 19e siècle. Les gamins lisent ça depuis un siècle quand Disney s'en empare. C'est un peu l'équivalent de Pierre et le Loup. C'est donc un petit poulet qui dit que le ciel va lui tomber sur la tête et en fait il va toute la ville autour de lui il provoque la panique. Voilà, il provoque la panique et tout ça. En fait, dans le court-métrage, c'est un renard qui lit en fait un manuel de psychologie pour et en fait il utilise le plus bené de la population pour en fait gérer la foule comme il entend en fait. Le but étant de manger en fait toute la foule. Alors il lit un manuel de psychologie à la base, il lit Mein Kampf dans les storyboards. Voilà, c'est Mein Kampf le bouquin. Et là c'est Mein Kampf quand même. Non, c'est le livre de psychologie. C'est quand même assez subtil parce que là il y a pas clairement le message de la guerre. Le renard est pas le nazi qui arrive avec la petite moustache d'Hitler. C'est il prend le plus vieux de la bande, ça provoque un mouvement de panique. Le renard met des panneaux pour dire l'abri est par là, toute la volaille rentre dans la grotte et il dévore tout le monde et à la fin il plante les os dans le sol. C'est le cimetière militaire quoi. Enfin c'est là enfin les gens de l'époque en 43 quand le film sort en décembre 43, c'est clair, le message est oui, ils ont aucune. Aujourd'hui un gosse peut le regarder en disant ouais bon d'accord, c'est les poulettes qui se font manger par le renard. Ah bah non mais là c'est sûr. Le message qui en fait c'est Walt Disney qui en avait déjà assez des films de propagande qui avait décidé de rendre ça un peu plus intemporel en fait. Donc à aucun moment le renard a un sigle nazi ou ce genre de choses. Non. Tout ça est gommé. Oui. Mais en fait c'est la diffusion à l'époque qui fait que les gens percutent en fait. Là le film il commence à être produit, il sort en décembre 43, il est produit à partir de l'été 43, la guerre a changé de face, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le revers de l'axe à ce moment-là, les Allemands commencent à perdre, les Américains ont lancé la reconquête du Pacifique. Pour Disney, il faut voir plus loin que la guerre, c'est fini là, la victoire est pas actée évidemment, il va falloir encore un an avant de libérer la France et après plus d'un an et demi pour libérer le Pacifique, mais il faut voir plus loin et donc ce film-là il est divertissant sans être lié directement à la guerre. Et par contre, il n'y a jamais aucun court-métrage qui a été fait à destination du Japon. C'est toujours à destination d'une certaine idéologie, mais plutôt européenne. En fait. Alors si, il y en a eu un.
Ça s'appelle Commando Duck. C'est un court-métrage de Donald où en fait il est soldat lors de la guerre du Pacifique et il va se débarrasser d'une base japonaise en fait. D'accord. Mais de toute façon, l'état politique du Japon fait que les œuvres Disney n'étaient pas distribuées avant, donc elles peuvent pas circuler sous le manteau au Japon. Non, mais elles circulent pas en Asie tout entière, c'est pas le Japon en particulier. C'est des œuvres pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud pour les films. Donc en fait, les œuvres dont tu parlais sont à destination de l'Europe, elles peuvent circuler sur le manteau en passant par la Grande-Bretagne. Ouais. Les œuvres qui parlent du Japon, là pour le coup, non mais là clairement c'est diaboliser l'ennemi. Voilà, c'est uniquement aux yeux des Américains. D'accord. Donc dans toutes les productions sorties par Disney pendant la guerre, on a vu donc les productions à destination du public, les productions à destination des troupes, les productions à destination de l'étranger, hein, notamment avec ces œuvres qui circulent sur le manteau. À aucun moment il y a des œuvres qui sont là pour prendre part à la guerre et essayer de faire tourner stratégiquement la guerre. Si, il y en a un, et je pense que c'est sûrement l'effort de guerre la plus emblématique de Walt Disney. C'est le film Victory for Emperor, qu'on pourrait traduire par Victoire dans les airs, même si on n'a aucune trace d'une sortie en France. C'est un long métrage, c'est le seul long métrage axé sur la guerre. C'est peut-être le film le plus étonnant de toute la filmographie de Walt Disney. C'est une commande? Et non, c'est le seul film de guerre qui n'est pas une commande. Là, faut bien voir que Disney a détesté faire les films de commande. Et là, pour le coup, il a entendu parler d'un livre qui est publié en avril 42, qui porte le titre, hein, donc Victory Through Air Power. C'est un film qui est repéré par la femme de Jack Kinney, donc qui était le réalisateur des films de Dingo, par exemple. Et en fait, c'est un bouquin écrit par un major d'origine russe qui a fui la révolution de Russie, qui s'appelle Alexandre de Seversky. Et Seversky, en fait, dans son bouquin, essaye d'expliquer comment on peut gagner la guerre. Il donne une date, d'ailleurs. Dans son bouquin, il dit que la guerre peut être gagnée en 43. Le bouquin est publié en 42, donc pour lui, c'est une question de mois. Et pour Seversky, la guerre sera gagnée par l'aviation. Alors que, comme je disais tout à l'heure, les Américains, eux, misent sur la flotte, la marine. C'est ça, pour eux, c'est comme ça qu'on fera la reconquête du monde. Et donc, l'administration Roosevelt déteste Seversky parce que pour eux, enfin pour elle, ces théories sont c'est farfelu, quoi. Ça n'a aucun sens. L'état-major dit à Disney, vous ne devez surtout pas adapter ce bouquin, et Disney dit, bah écoutez, moi ça m'intéresse, je pense qu'effectivement la théorie est viable, alors que elle l'est pas du tout, hein, au final. En fait, au final, ni l'état-major, ni de Seversky avait raison. En fait, c'est un mélange des deux. Et donc, Disney se dit que voilà, s'il peut influencer la victoire des États-Unis, il faut le faire. Donc il faut sensibiliser les populations au livre. Non mais attendez. Il faut essayer de dire que Disney a décidé de sortir une théorie contre l'avis du gouvernement, du gouvernement. Ouais, c'est quand même, c'est brutal quand même. Seversky, honnêtement, il est blacklisté, hein, clairement. Le gars est pas du tout crédible dans ses théories. Et pour Disney, la théorie, elle est viable. Donc il lit le bouquin assez rapidement. Quand il a lu le livre, il a été convaincu par la démonstration de Seversky. Et c'est le seul film de propagande qu'il a supervisé du début à la fin. Là, il faut imaginer que Disney passe des heures dans la salle de projection. Et comment est-ce qu'on reçoit, comment le gouvernement reçoit ce film qui Il y a un petit chantage qui est mis en place. Et vous arrêtez de faire ça, sinon vous allez avoir des problèmes. Là, clairement, il y a une pression énorme. Et faut pas oublier que les gars de l'état-major, pour certains, sont au studio Disney. Et le film raconte quoi? Parce que là... Alors, le film raconte... alors, il y a une première partie qui va raconter très intéressante, et d'ailleurs qui sera rediffusée par la suite, qui raconte l'histoire de l'aviation. Militaire et non l'aviation générale militaire mais pas que elle est naissante à l'époque. Voilà, les frères Wright et comme ça et tout ça sont dans le film. C'est totalement en animation, ça a été animé par Ward Kimball. Alors il faut savoir que cette animation est totalement innovante pour l'époque. C'est de l'animation minimaliste qu'on retrouvera plutôt dans les années 50 et qui représentera en fait les films de Tom Holland que fera Ward Kimball en fait dans l'émission de Disneyland dans les années 50. Ça ressemblerait au style un peu UPA là, donc c'est de l'animation très très simple. Alors c'est très drôle au départ. On voit les débuts de l'aviation avec les gars qui sautent d'une falaise et qui se crachent parce que ça fonctionne pas. Il y avait pas les images de ce film qui ont été repris quand ils avaient fait
dans le Institute of Imagination à Disneyland Paris quand ils montraient les inventions. Il y a toute une séquence où ils montrent justement la naissance de l'aviation et où effectivement il y a l'homme qui dévie Karen qui s'envole avec des ailes. Et donc t'as le petit soldat français avec son avion en tissu, le petit soldat avec son casque à pointe, c'est drôle. Après la première partie elle insiste beaucoup sur l'échec de l'Europe de l'Ouest, donc la ligne Maginot qui a pas arrêté les Allemands, sur le Blitz sur le Royaume-Uni, donc c'est bien l'aviation là qui a pilonné les villes anglaises, sur Pearl Harbor parce qu'au final pas la défaite mais la destruction de la marine américaine, c'est bien l'aviation japonaise qui l'a fait. Et donc le film commence par ça. Alors honnêtement ça c'est rigolo. Oui. Ça dure un quart d'heure, un peu comme ça. Ça c'est la partie amusante. Après c'est un des premiers films live en fait parce que le Dostoevsky va être filmé en fait à son bureau. Donc le réalisateur H.C. Porter va faire quelque chose d'extraordinaire avec l'écrivain, avec Dostoevsky, parce qu'en fait il va le filmer mais toujours en train de bouger. Alors il bouge des bras, des mains, il se lève, et en fait il nous fait un exposé mais c'est pas un cours magistral. Non, c'est pas un cours magistral. Et puis il y a des maquettes, il y a des cartes au mur, il y a un énorme globe. Honnêtement, il est passionnant et on ressort de la vision du film en disant mais il avait raison. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que tu crois à sa théorie qui est vraiment. Mais attendez, on est en train de dire là que c'est un côté cocasse. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. On est en train de dire là que le seul long métrage de propagande d'effort de guerre voulu financé par Disney, Walt Disney, je parle, de sa poche, est un film terriblement efficace. Oui. Ouais. Mais qui se trompe. Non, pas forcément. Non, pas il se trompe. Mais disons que dans le timing, il se trompe. La guerre va pas être gagnée aussi vite, aussi. En fait. Dans le film, il parle de 46, hein. Il parle pas. Alors, dans son bouquin, c'est 43. Voilà, c'est dans le cas. En fait, clairement, Seversky, il décrit ce que les Américains vont faire vers la fin de la guerre. C'est le bombardement de Tokyo, qui va être le bombardement le plus meurtrier de la guerre, 300 000 morts à peu près. Et le tir au pigeon des Mariannes, ça veut dire tirer tout ce qui vole du côté des Japonais. Après, d'un point de vue technique, il y a une image à la fin du film où t'as l'aigle américain qui attaque la pieuvre japonaise, dont les tentacules sont sur le monde entier, sur le Pacifique entier. Qui sont toutes les îles en fait du Pacifique, qui est magnifique. C'est du niveau d'un Fantasia. Hein. Ça a été animé par Titla. Et Mark Davis aussi, ouais, non, c'est brillant. Et c'est vraiment brillant, c'est vraiment très beau. Honnêtement, ce film est à voir. Et parce que c'est impressionnant d'efficacité. Ouais, moi, j'aimerais quand même vous positionner. Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau ou est-ce que non, c'est pas un coup objectivement parce que moi j'essaye de me remettre dans l'époque. On a un Walt Disney qui va contre son gouvernement, qui défend une théorie que tout le monde combat. Il y met les moyens, il y met son cœur, il y met le truc. Et mais il faut savoir que le film a convaincu Churchill. Churchill, quand il a été lors d'une réunion au Québec, en fait, il a demandé à Roosevelt s'il avait vu, et il lui a dit non, et donc il lui a imposé un visionnage en fait du film. Et la légende dit que ça aurait convaincu Roosevelt de faire des bombardements en fait pour le débarquement en Normandie. Massif sur la France et sur l'Allemagne après. Donc en fait le but de Walt Disney c'était de faire bouger les lignes au sein du gouvernement. Et donc le film a réussi ce qu'il voulait faire, même s'il a perdu de l'argent sur ce film. Il a permis à peu près 400 000 $. Alors il faut voir l'accueil qui a été réservé au film. Le gouvernement a pas du tout apprécié, l'état-major non plus, et la presse s'est divisée. Là j'ai deux critiques, enfin deux extraits. On a Thomas Pryor dans le New York Times qui parle d'une réussite extraordinaire. Et dans les jours qui viennent, le Daily Worker, lui, dit que c'est le plus mauvais film du monde. Donc ça veut dire que Disney a divisé aussi, de la même manière que le livre de Seversky avait divisé. Le film de Disney a divisé. J'ai deux petites anecdotes sur le film, ça sert à rien, mais je les raconte quand même parce que je trouve ça amusant. La première, tu l'as dit tout à l'heure, l'exposé, il est d'autant plus intéressant que Seversky bouge dans la pièce. Et ça, il faut imaginer que ça a été un calvaire à filmer par les gars de chez Disney parce que déjà, ils filmaient la nuit. Toute la journée, les avions circulaient au-dessus des studios. Rappelez-vous qu'il y a l'usine d'avions à côté, que ça décolle sans arrêt, donc la nuit, il décollait pas. Et en fait, les ingénieurs du son se sont arrachés les cheveux parce qu'à chaque fois qu'on faisait une prise, il y avait un couinement dans les micros. Et donc les gars refaisaient la prise, ils disaient mais ça vient d'où? Il y a rien dehors, il y a pas d'avion qui décolle, dans les studios tout le monde se tait, et ils comprenaient pas. Et donc ils vont voir Disney en disant écoutez, on a un problème, votre film on n'arrive pas à l'enregistrer, à chaque fois ça couine.
Et donc, en fait, l'anecdote, c'est Seversky qui va apporter la solution au problème. En fait, Seversky s'approche en disant, écoutez, je suis désolé, j'ai bien compris qu'il y avait un couinement. En fait, j'ai perdu une jambe à la guerre, j'ai une hanche en métal. Et comme vous me demandez de marcher, bah, ça grince. Et en fait, il captait le son de la hanche. En fait, on l'entend pas dans le montage. Ouais, c'est la hanche la jambe de Seversky qui grinçait. Et puis la deuxième anecdote, c'est que dans le film, Seversky, dans son livre, et donc dans le film, parle d'une bombe capable de détruire un abri pour sous-marins et de détruire des abris qui théoriquement ne sont pas sont invincibles au bombardement. Et finalement, les Anglais, donc Churchill, en voyant le film, vont se dire il faut qu'on la fabrique cette bombe. Il faut absolument qu'on arrive nous aussi à taper les abris souterrains des Allemands, et donc les Anglais vont la produire cette bombe à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ils vont la surnommer la Disney bombe. Et donc la Disney bombe va s'abattre sur les villes allemandes, et c'est pas le seul exemple. Les Américains vont construire aussi toute une série de bombardiers. Et ces bombardiers s'appelleront Snow White, Toppy, Sleepy, Happy, donc le nom des 7 nains. Donc Disney va laisser sa trace dans l'histoire. Là, on met le doigt sur un apport absolument ahurissant de Disney dans la culture, symboliquement. Une anecdote que beaucoup de gens connaissent aussi, c'est que le gouvernement va demander la production de petits masques à gaz pour les enfants. Le gouvernement britannique va demander des masques à gaz pour les enfants, et pour leur faire mettre, c'est l'image de Mickey, en fait, qui va servir pour les masques à gaz. Je me demande s'il y en a pas un exposé au Walt Disney Family Museum. Un masque à gaz en forme de Mickey. Je ne sais pas. Donc là, on est vraiment dans le documentaire. C'est un documentaire très militaire, très sérieux, très très bien fait. Il y a également, je me suis laissé dire, des petits personnages qui auraient dû connaître une carrière très importante chez Disney et qui visiblement l'ont pas eu. Alors pourquoi? Est-ce qu'ils sont arrivés trop tard? Qui sont-ils? Dites-nous un peu. Alors ces petits personnages sont les Gremlins. Les Gremlins, ceux qu'on connaît là, les grosses bêtes. C'est la même inspiration. C'est la même inspiration. Sauf qu'ils naissent pas après minuit s'ils sont nourris. C'est pas les. Voilà. Mais c'est les petits personnages, parce que dans le Gremlins de Joe Dante, il y a un moment où en fait un des personnage du film, qui est quelqu'un qui a connu la Seconde Guerre mondiale, en fait parle lui de les Gremlins. Ah oui, il y a l'aviateur. C'est lui qui surnomme les personnages Gremlins. C'est Gremlins. Petit diable qui détraque la mécanique. Faut se méfier des étrangers, ils en mettent partout. C'est à cause de ces Gremlins de merde que nos avions se faisaient descendre pendant la dernière. La dernière? La dernière, oui. La Deuxième Guerre mondiale. Chère vieille Deuxième Guerre mondiale. En fait, le Gremlin, c'est un petit personnage magique qui sabote tout. En fait, ça vient d'un livre, donc Disney, faut bien voir qu'il s'inspire beaucoup de livres quand il fait ses films de propagande. En tout cas, il y a des livres qui ressortent. Ça, c'est un livre de Roald Dahl. En fait, pas exactement. En fait, ça vient d'une histoire, d'un folklore populaire qui était très présent parmi les pilotes anglais. Et Roald Dahl, il est pilote à la Royal Air Force. Va proposer d'écrire une histoire à Walt Disney. Alors, Roald Dahl, juste pour resituer, c'est le monsieur Charlie et la chocolaterie, James et la grosse pêche, voilà. Voilà, c'est en fait, il deviendra un grand auteur pour enfants plus tard. Le bon gros géant de Spielberg, oui. Entre autres. Et donc, Roald Dahl va proposer à Walt Disney, en fait, de faire un film, en fait, une idée de film, avec ces petits personnages. Ces petits personnages, ce sont ils ont la taille, je sais pas, 10 centimètres. Ils font quelques centimètres. Ouais, quelques centimètres. Et en fait, ils attaquent tous les avions. Mais en termes de boue, ça ressemble à quoi? À des schtroumpfs? À quoi ça ressemble à quoi? Ouais, c'est des petits farfadets. En fait, il y en a 3 catégories. Il y a les Gremlins, c'est les garçons. Il y a les Fifinellas, c'est les femmes. Et les Widgets, c'est les enfants. Ils font 5-6 centimètres. En fait, l'histoire de Roald Dahl, c'est de se dire, voilà, c'est des êtres qui habitent dans une forêt. La forêt est détruite pour laisser la place à l'usine d'aviation pour la guerre. Et donc, ils se vengent puisqu'on leur a détruit leur forêt en sabotant les avions. D'accord. Donc, en fait, ils vont demander à Roald Dahl d'écrire un premier jet, en fait, qui va être publié dans le Cosmopolitan en décembre 42. Et pendant ce temps, Walt Disney va prendre des droits de copyright, enfin, va déposer les droits de copyright sur ces personnages, sur le design des personnages, parce qu'ils ne peuvent pas déposer les personnages en eux-mêmes parce que c'est un folklore général. Et ils vont essayer de faire un film. L'artiste qui va créer le design de ces personnages s'appelle B. Justice. Il va faire des personnages qui sont vraiment, mais au design vraiment attachants. On les voit, on a envie d'en connaître plus en fait. Et ces dessins vont illustrer d'abord le magazine et ensuite Roald Dahl va créer un livre pour enfants avec ces dessins qui seront à l'intérieur et ça crée en fait ce livre qui était là pour mettre en avant le film qui était en cours de réalisation.
On évoquait tout à l'heure les vedettes, les artistes qui visitent les studios Disney. Roald Dahl vient au studio Disney, donc il participe à la production du film. En fait, à l'époque, Roald Dahl, il est donc un ancien pilote de la Royal Air Force, il a servi en Libye. Il a été nommé auprès de l'ambassadeur anglais à Washington, donc Lord Halifax, qui a été écarté de l'Europe par Churchill. Et si Roald Dahl vend l'idée à Disney de faire un film, il n'y a pas que Disney qui est sur les rangs. À la même époque, Léon Schlesinger, donc pour la Warner, et Dave Fleischer font aussi des films avec les Gremlins. D'ailleurs, je crois que il y a des films avec Bugs Bunny qui ont les Gremlins aussi. Oui, parce que je crois que l'extrait de dessin animé qu'on voit dans Gremlins de Joe Dante, c'est un extrait de la Warner, parce que c'est la Warner qui a produit. Et donc, ça convient pas du tout aux frères Disney. Et Roy appelle le Schlesinger pour lui dire, écoutez, vous êtes bien gentil, mais les Gremlins, nous aussi, on travaille dessus. Est-ce que vous pouvez pas modifier votre film? Et donc, Schlesinger accepte de changer le titre. Le titre, c'était Bugs Bunny et les Gremlins, et donc ça devient Falling Hair, donc lapin et lutin. Donc il y a plus le nom de Gremlins qui apparaît dans le film. Les Warner, eux, par contre, changent pas leur fusil d'épaule. Donc il y a des films les Fleischer, changent pas leur fusil d'épaule. Donc il y a des films des Fleischer avec les Gremlins, pas beaucoup. Bon, au final, le projet il aboutit pas. Ouais, en fait, ils vont faire plusieurs scénarios. Au début, ça devait être un film entièrement animé, puis ça deviendra un mélange film. Au début, ça devait être film live, animation et live, mais ça coûtait trop cher. Donc finalement, ça sera film d'animation. Long métrage, court métrage. Voilà, et ça deviendra un court métrage, puis un court métrage d'éducation. En fait, ils arrivent pas à trouver. Ils sont même pas arrivés à faire un court-métrage. Non, rien. Parce qu'en fait, le problème des Gremlins, c'est dans l'idée même, en fait. Les Gremlins, pour que le public s'attache à eux, c'est quand même les héros. Sauf que, d'un côté comme de l'autre, ils est tombés dans une impasse. Soit c'est des personnages réels, c'est-à-dire que ils sabotent réellement les avions, donc c'est-à-dire qu'ils aident l'Axe. Donc c'est des ennemis. Quoi qu'à la fin de l'histoire, ils deviennent les mécaniciens de l'armée. Oui, mais c'est dans le dernier tiers. Donc pendant 2 tiers, comment peut-tu... Ils sabotent les avions. Ils sabotent les avions. Oui, certes. Voilà, sans discernement. Donc comment aimer des personnages qui sabotent les avions des aviateurs des Alliés. Et donc ça, c'était s'ils étaient réels. Mais par contre, s'ils étaient imaginaires, ça voulait dire que les pilotes anglais ne savaient pas s'occuper de leurs avions. Et donc en fait, ils ne savaient pas les entretenir. Donc dans un cas comme dans l'autre, en fait, les Gremlins ne pouvaient pas être aimés du public. Pas aimés du public, mais c'est qu'en fait, ils sont dans une impasse parce qu'on est en temps de guerre. Ça se passerait dans un autre moment, ça poserait beaucoup moins de problèmes. Oui, les personnages disparaissent pas. Donc voilà, les livres se vendent énormément. Il y a des peluches qui sont faits de façon publicitaire. Certains insignes portent l'image des Fifinellas et des. Il y aura des comics Gremlins aussi sur les à peu près une dizaine de comics. Ouais, voilà, qui sont publiés. Mais après, les personnages vont tomber totalement dans l'inconscient collectif jusqu'aux années 2000, où là, ils vont revenir dans le jeu Epic Mickey. Des nouvelles comics vont sortir. Et donc, ces Gremlins-là, c'est des personnages Disney. Ce sont des personnages. Non, leur apparence graphique, c'est le personnage Disney. Après, pour ça appartient au folklore n'importe qui peut demain dessiner le Gremlins qu'il veut. Ce qui prouve que Joe Dante a fait dans les années 80 le film Gremlins et puisse utiliser le nom sans que ça pose de problème à la Walt Disney. Oui, non, mais que des Gremlins, on est d'accord, mais que leur apparence, celle qu'on connaît, notamment qu'on révèle dans le portrait, elle appartient à Disney. Oui, tout à fait. Et du coup, là, on est à la fin de la guerre, donc Disney a effectivement, s'est positionné pour de vrai. Et du coup, la guerre se termine. Qu'est-ce qu'il advient des studios Disney à la fin de la guerre, du coup? Dans quel état ils sont? Alors, on est même avant la fin de la guerre, Disney arrête, en fait. Les productions de guerre, elles sont très bien parce qu'elles sont patriotiques, mais ça coûte beaucoup d'argent, ça ne rapporte rien. Il n'y a pas de visée à long terme parce que ça sera pas possible de les ressortir. Et on en discutait d'ailleurs avec Franck, est-ce qu'en 2019 on pourrait sortir le coffret des courts-métrages des Walt Disney Treasures sur la compilation des films de guerre qui est sortie il y a une quinzaine d'années. Donc il n'y a pas de visée à long terme. Disney n'a pas le contrôle créatif sur beaucoup de ses œuvres parce que l'armée elle va les verrouiller. Il y a énormément de films d'entreprise, de films d'entraînement que l'armée a cadenassé. Ils tombent en fait dans le domaine du secret défense. Disney en a déjà annulé pas mal. Ces artistes à partir de 43 proposent des sujets et Disney dit écoutez, on va pas le faire parce que la guerre va se finir, on pourra pas du tout rentabiliser ça. Il y a notamment une histoire de Joe Grant et Dick Humer qui sont parmi les scénaristes qu'on a cités tout à l'heure, qui vont écrire The Square World, donc le monde carré. Et en fait, ce film-là, c'est le même principe que Raison et Émotion ou Chicken Little, c'est d'expliquer en fait que dans un monde où tout est arrondi, il y a un carré qui arrive et qui va embobiner les autres en leur expliquant que la bonne forme c'est la forme carrée, donc tout se transforme en carré. Et cette histoire-là, par exemple, ne sera pas produite en film. Alors elle sera publiée dans un livre qui sort en 1946,
qui s'appelle Surprise Package. Et donc cette histoire-là, elle est noyée au milieu d'autres histoires. Mark Davis aussi propose à Disney de faire un sujet sur un voyage vers la Lune. Donc on est pratiquement 10 ans avant les émissions de Tomorrowland. Et là Disney lui dit écoute, j'en ai ras-le-bol venez pas me parler de ce genre de film, je veux plus en faire. Et donc Disney dès 44 reprend une activité normale. Alors il est pas le seul. À Hollywood en 44 reprend une activité normale. Aux Oscars 44, tous les films qui gagnent la statuette ou presque sont liés à la guerre. Que ce soit les acteurs, les films, etc., etc. En 45 c'est plus le cas. Ça veut dire que là Hollywood a lâché le travail de la guerre. Les artistes reprennent pour certains leur poste. Ils rentrent en fait. Ils sont démobilisés au fur et à mesure. Les héros reprennent leur place, donc dans la bande dessinée ou ailleurs. Disney remet en place quelques projets. Alors, il faut bien voir une chose, c'est qu'on est au bord de la faillite. Ça veut dire que les caisses sont vides. D'ailleurs, il y a une charrette qui est faite en 46. Disney licencie pratiquement un quart de ses effectifs. Mais Disney veut des projets, donc il remet en place des projets. Il ne veut pas dépenser d'argent. Là encore une anecdote qui est assez amusante. Elle est sur l'affiche et sur Chronique. C'est un court-métrage de Jack Kinney qui s'appelle La chasse au tigre. Et Disney donc visionne les storyboards et il dit écoutez c'est rigolo, je m'amuse bien, mais le problème c'est que votre tigre il a des rayures et animer les rayures ça va nous coûter un fric fou. Donc il dit Jack enlève-moi les rayures du tigre, tant pis il aura pas de rayures. Et c'est pour ça que ça ressemble à un lion. Et donc dans la chasse au tigre, Jack Kinney trouve un moyen, c'est que donc le lion est à la chasse et donc il y a un éléphant et à la fin du film l'éléphant tombe et écrabouille le lion. Enfin le tigre, et l'éléphant en se relevant a les rayures attachées à son postérieur et donc le tigre n'en a plus. Alors ça n'apparaît qu'à la fin du film, donc Disney dira à Jack Kinney écoute je te remercie d'avoir suivi mes indications, c'est quand même dommage que ça tombe à la fin du film. Et dans les films suivants où apparaît le tigre, du coup il y a pas de rayures. Et oui, et c'est donc Louis le lion. Devient Louis le lion. D'accord. Et donc bon voilà, donc ça c'est un exemple. Alors après Disney veut reprendre des activités normales. Et là à nouveau ça part dans tous les sens. On revient dans la ruche des années 30 après Blanche-Neige. Disney déjà lit la biographie de Salvador Dali et se dit ce gars-là il est plutôt intéressant, je vais essayer de m'associer avec lui pour faire un film. Donc commence le partenariat Destino qui accouchera d'une souris et puis après le film sera remis. Roy Disney reprendra ça dans les années 2000. Disney relance Peter Pan. Il relance Alice au Pays des Merveilles. Et là, il imagine d'ailleurs un film qui serait pas tout à fait le même que celui qu'on connaît. Ce serait une histoire dans le monde réel avec Lewis Carroll comme personnage. Là, Disney veut embaucher Cary Grant dans le rôle de Lewis Carroll. Disney lance Les Contes de l'Oncle Rémus, qui était déjà un projet avant-guerre et donc ça lui rappelle ses souvenirs de jeunesse. Disney lance également un film qui s'appellera Swing Street, qui est des séquences musicales mises bout à bout qui donnera naissance à la boîte à musique. Et là, il ira repêcher des vieux projets comme Pierre et le Loup, par exemple. Disney relance Cendrillon, il relance Happy Valley, qui va donner Mickey et le haricot magique. Les habits neufs de l'empereur, Midnight and Jeremiah, donc c'est Danny le petit mouton noir, Midnight and Jeremiah. Il y a l'histoire de Lady qui avait rédigé Joe Grant avant la guerre, donc l'histoire d'une chienne qui est aimée de sa famille et quand le bébé arrive, elle est mise sur la touche, donc c'est La Belle et le Clochard. Disney lance aussi Ben and Me, donc c'est Franklin et moi, qui sera le court-métrage des années 50 avec Benjamin Franklin et la petite souris Amos qui lui donne les idées de ses inventions. Disney lance Bongo, il lance Don Quichotte, il lance aussi The Little People, donc ça donnera Darby O'Gill, ça, The Little People. Et puis, comme il n'y a pas beaucoup d'argent, souvent, il essaye de faire des fusions. Donc, du coup, Happy Valley va fusionner avec Bongo. Donc, ça donnera Coquin de printemps. Donc, en fait, c'est la période où il décide de faire des films qu'on appelle un peu de compilation. Les films d'anthologie. Il fait des films bas de gamme pour certains, et des films d'anthologie, voilà, parce qu'il n'y a pas d'argent. Alors, il a quand même un projet que Disney va absolument faire, c'est Cendrillon. Et donc, il dépose le titre, il dit à ses artistes, moi, je veux revenir à un conte de fées. Et donc Cendrillon est remis sur la planche à ouvrage et finalement 50 Cendrillon sort, c'est le triomphe que tout le monde connaît, les films d'anthologie sont jetés une fois pour toutes et on revient dans l'âge d'or. Disney retrouve le luxe d'antan. Alors il faut quand même bien voir qu'à la fin de la guerre il y a un coup de fil de la Banque of America tous les jours. Là heureusement Disney connaît le président Attilio Giannini qui lui dit mais rassure-toi tout va bien se passer, je vais les convaincre. Mais Disney est convoqué à la banque comme un vulgaire débiteur qui remboursera jamais rien. Il se fâche avec son frère très régulièrement parce que ça fonctionne très mal. Les Walt Disney Productions sont créées à ce moment-là, donc on n'est plus au Walt Disney Studio au singulier, c'est les Walt Disney Productions avec un S. Le PDG c'est Roy, donc c'est lui qui commande. C'est à ce moment-là qu'il y a une équipe d'artistes qui se met en place pour superviser les différents secteurs. Disney à ce moment-là se consacre uniquement à l'animation. Après il se consacrera à son parc et à la télévision. Alors je l'ai dit tout à l'heure, il y a une charrette, il y a des centaines d'employés qui sont mis à la porte parce qu'il n'y a pas moyen de les faire travailler. Et l'après-guerre est un peu douloureux quand même.
Et puis il y a un projet qui disparaît de la circulation. Donc Disney avait fait les films sud-américains, on l'a évoqué tout à l'heure, on fera le podcast là-dessus un autre jour. Il y avait 3 compilations qui étaient prévues. Donc Disney sortira Saludos Amigos. Il sort les 3 Caballeros et la 3e compilation, elle est jetée à la poubelle. On est en 45, la guerre est sur le point de se finir. Et donc Disney avait déjà produit quelques courts-métrages comme Le Pélican et la Bécasse, qui était un film sur l'Uruguay, donc qui sortira indépendamment dans les salles. C'est difficile en 45 de reprendre une activité normale. Et Disney est au bord de la faillite, comme beaucoup de studios hollywoodiens qui ont du mal à travailler efficacement. Et donc il lui faudra combien de temps pour, entre guillemets, sortir la tête? Là, il lui faut, c'est Cendrillon qui va sauver l'entreprise. Comme en 1950. C'est une princesse encore qui sera Walt Disney. Est-ce que, après coup, on peut considérer que l'impact de la guerre que la guerre plutôt a un impact sur la poursuite du catalogue et de l'œuvre de Disney ou pas du tout? Moi, je poserais la question à l'envers. S'il n'y avait pas eu la guerre, Disney aurait fait Cendrillon dans les années 40, on aurait eu Alice au Pays des Merveilles et Peter Pan juste après Blanche-Neige. L'Europe aurait connu. On aurait eu un succès énorme pour Pinocchio peut-être. On aurait eu le succès énorme pour Fantasia. Il faut voir qu'en fait tous les projets avant-guerre étaient quand même sacrément extraordinaires. Enfin, je veux dire, on aurait eu La Petite Sirène par Kai Nielsen, qui est un artiste formidable. On aurait eu Don Quichotte, on aurait eu des trucs super. Et en fait, donc pour toi, la guerre ça a mis un coup d'arrêt net à la. Et a privé. Il y a une perte de 5 ans, c'est évident. D'accord. Maintenant, il en ressort rien de ces 5 ans. Il en ressort rien. Est-ce que le Mélodie du Sud, avec le mélange live animation, aurait été de la même qualité si les gars avaient pas bossé sur les films sud-américains provoqués par la Seconde Guerre mondiale, avec le mélange des danseurs acteurs avec Donald Panchito et José Carioca. Donc il y a eu un gros creux, la guerre a fait perdre du temps. Il y a eu comme quelques avancées technologiques. Disney s'est lancé dans le live avec Victory Through Air Power. Donc et le dragon récalcitrant. Et le dragon récalcitrant. Donc il y a du positif et du négatif. Mais pratiquement tous les grands projets des années 50, 60 sont des projets qui étaient nés avant la guerre. Cet épisode est désormais terminé. Nous espérons que vous avez découvert des choses que vous ignoriez sur les studios Disney, qui n'ont pas toujours connu des périodes faciles, et où l'histoire, la grande histoire, a eu aussi son influence sur ces productions. Vous pouvez retrouver les chroniques des œuvres abordées sur notre site chroniquedisney.fr, et pour les rares qui ne s'y trouvent pas encore, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook, pour être informés dès leur parution. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter si vous avez des questions, des retours ou même des suggestions. L'équipe et notamment Laurent se feront un plaisir d'y répondre rapidement. Enfin, vous pouvez retrouver ce podcast ainsi que tous les épisodes précédents en écoute directe sur notre site chroniquedisney.fr, mais aussi sur Ocha, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur tous les sites et toutes les applications dédiées à l'écoute de podcasts. Merci à vous 3 de nous avoir éclairés sur cette période méconnue de l'histoire de la Walt Disney Company, et nous vous disons à très vite pour un nouveau numéro de Chronique Disney, le podcast. Salut. Au revoir. Merci, au revoir. There's a Yankee Doodle spirit in the heart of everyone. It's the Yankee Doodle spirit now that's shouldering a gun for freedom and liberty. Your freedom, your liberty, this is our fighting song. For these are right and we will fight and never will we cease until we win our victory and everlasting peace. So light up that new Yankee Doodle spirit and forever let it shine. And show the world that this Yankee Doodle spirit is ours.